Beat the heat and say that Whole Foods Market, ice cream, and frozen desserts are on sale for 50% off with Prime. That's 50% off brands like Jenny's, Good Pop, So Delicious, and more. Scoop some now, pack your freezer for later, and check out summertime sweets from the experts in the Whole Foods Market Bakery, like their sweet and fluffy angel food cake and limited time peach Marionberry pie. Summer is sweeter at Whole Foods Market. Shop in store and online now. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Cette semaine, je suis votre animatrice Audrey et comme d'habitude, je suis avec ma très chère Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien? Ça va mieux? Enfin! Non, ça va pas mieux! Je voulais repartir dans le rant sur Raël, mais je vais repartir dans le rant. Je vous avais préparé, chers auditeurs, chères auditrices, le plus beau two-parter du monde sur Raël, et là, mon ordinateur a cru bon le supprimer pour toujours dans un bug de mise à jour, de synchronisation de OneDrive, de niaiserie. Alors, vous ne pourrez jamais l'entendre parce que mon cœur est brisé pour toujours. Maudit ordinateur, on t'avait rien demandé! Non, on t'avait rien demandé, on voulait juste parler de Raël. Come on, les Elohim, sacrez-nous patience! Ouais! Mais j'ai un autre cas à vous présenter aujourd'hui parce que j'étais comme en avance une autre chance, pareil! Sinon, j'aurais rien eu à raconter! T'aurais pu me raconter ta journée, t'es une petite rayante pareil. C'est pas... J'aurais pu te raconter qu'est-ce que je me rappelle de Raël, mais là, ça aurait pas été un super bon épisode. Écoute, moi, je suis sûre que ça aurait été bon pareil. Ouais. J'ai quand même une bonne mémoire pour ces niaiseries. Des bonne mémoire. Oh, sauf pour les noms des personnages en District 31. Fait que c'est comme ça que je vais. Oh. Petit train va loin. À qui est du cœur après 7 heures? C'est vrai, j'ai jamais entendu ça. Ma mère me disait souvent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me chantait ça. Mais c'est parce que quand j'étais petite, la décoration de ma chambre, c'était comme un édredon avec plein de petits cœurs dessus. Fait que quand ma mère allait me coucher, elle me disait tout le temps « À qui le petit cœur après 9 heures? » À qui? Est-ce que c'est à Sébastien Delorme? Qui a le droit? Ça doit être à Sébastien Delorme. Ça doit. Pauvre Sébastien Delorme qui a les oreilles hissées constamment. Ses grandes oreilles décollées. C'est correct, ça y va bien. Ils sont parfaits pour ciler. Parce qu'il pogne dans le vent. Oh non! Haïs-nous pas, Sébastien Delorme, on s'excuse. On taquine juste les gens qu'on aime. Ça va pas bien. Ça fait juste 2 minutes qu'on a commencé et on a déjà dit des vacheries sur Sébastien Delorme. C'est des taquineries, Sébastien. Ça va mal. C'est des taquineries. Alors... Non, c'est pas des taquineries. OK. Oh là! OK, oui. Fait que là, cette semaine, de quoi tu nous parles? Oui. Mon sujet ou qu'est-ce que je veux présenter dans notre chronique de café? Tu peux commencer par ce que tu veux. Ah, cool, parfait. OK, je vais vous parler de mon sujet. Mon premier est un... J'ai commencé à rechercher... Mon premier est Denis, puis mon deuxième est Lortie. Donc, je vais vous parler du caporal Denis Lortie. Non, j'ai commencé à faire de la recherche sur ce cas, que certains d'entre vous connaissez peut-être. C'est la fusillade à l'Assemblée nationale par le caporal Lortie en 1987. Non, pardon, en 1984. Hey, j'ai même pas commencé, puis je me trompe déjà. J'avais commencé à faire des recherches là-dessus pour le Festipod. Puis là, à un moment donné, c'était rendu comme trop triste. Mais c'est triste pour pas nécessairement les raisons auxquelles vous vous attendez. En tout cas, on va voir ce qu'on en pense. Disons que j'aurais préféré parler de clonage aujourd'hui. C'est correct. On va t'écouter pareil. OK. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Mais avant, je vais vous présenter quelque chose de spécial. Yeah! Donc, là, cette semaine, je me suis dit là, qu'on a présenté bien les cafés. Puis là, récemment, tous les cafés que j'ai bu, je les ai pas aimés. Fait que ça va pas bien. Fait que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait donc présenter qui est le fun? Et puis là, j'ai pensé à ma tasse préférée. J'ai reçu une tasse à Noël. Puis je veux vous en parler. Elle vient d'un fabricant de tasses artisanales qui s'appelle CalamityWare, WARE.com. Et sur le site de CalamityWare, vous pouvez acheter plein de tasses. Et les tasses ont des motifs comme
comme de la porcelaine chinoise. Fait que c'est des petits motifs en bleu sur de la porcelaine blanche, avec une esthétique qu'on peut tous reconnaître. Mais ce qu'il y a représenté sur les tasses, c'est des monstres. Oh, cute! Oui, puis là, la tasse que j'ai reçue s'appelle « Things could be worse ». Les choses pourraient être pires. Donc, les choses pourraient être pires que perdre mes 2 épisodes sur Raël. Et c'est une tasse qui vous rappelle que tout le monde a des mauvaises journées dans la vie, mais tu sais, ça pourrait être pire. Vous pourriez être pourchassé par des poodles zombies ou des ptérodactyles ou peut-être le monstre du Loch Ness ou des grenouilles géantes. Donc, la tasse est vraiment très cute, très amusante, puis on pourrait même en mettre une photo sur nos réseaux sociaux. Alors, si vous cherchez une nouvelle tasse qui n'est pas nos tasses, parce que Post Canada les a toutes cassées, mais vous pouvez aller sur calamitywear.com et regarder les belles tasses avec des monstres qui vont vous rappeler que ça pourrait toujours être pire. Oh. C'est comme pas le fun, finalement, mais c'est le fun! Moi, je trouve ça réconfortant. C'est un bon concept. C'est très réconfortant. Fait que c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, ma nouvelle tasse dans laquelle je bois mon café que j'aime pas tant tous les matins. Mais c'est correct, t'aimes ta tasse. C'est ça qui compte. Ben, j'aime ma tasse, puis à toutes les fois que je bois dedans, je regarde tous les petits monstres, puis je me dis « Oh, c'est vrai, ça pourrait être pire que ça aujourd'hui. Hein. » Il pourrait faire plus chaud que moins 40 000. Tu sais, ça pourrait être le fun. Mais en même temps, il pourrait y avoir une invasion de grenouilles géantes. Ou de poodles zombies. Puis les poodles, il n'y a même pas besoin d'être zombies pour me faire peur. Ben non, c'est ça. Ça fait déjà peur, des poodles. Mais là, donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de Denis Lortie. Puis moi, en plus, quand on a été à Québec raconter des histoires de fantômes, j'ai eu le plaisir que tu me le racontais live en avant de l'Assemblée. Fait que c'était comme si j'avais... Parce qu'on marchait en avant de l'Assemblée. C'est comme si j'avais une visite guidée privée un peu particulière. C'était vraiment le fun. Je vous souhaite un jour... C'est la visite du crime. Mais j'avais pas tous les détails à ce moment-là parce que j'avais pas fini ma recherche. J'avais juste commencé. J'avais fait une version très, très condensée parce qu'on se rappelle, au Festipod, on avait comme des limites de temps qui avaient vraiment pas de bon sens. 45 minutes pour toutes nos deux. Non, c'est ça. Pour notre créneau, à nous, c'était comme trop, là. Fait qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et il y avait tous les détails de cours, en fait, que j'avais pas eu le temps de trouver. Puis là, une fois que je faisais juste l'écrire, j'étais comme, OK, ouais, mais on va pas aller au festival, je vais raconter une histoire d'attentat, là. On aurait scrappé le C'est mot. vraiment déprimant. Donc, à la place, j'ai fait les meurtres de Maurice Richard, mais ouais, fait que je vais pouvoir te donner encore plus de détails sur l'histoire du caporal Lortie. En plus, on passait après les gars qui parlaient de lutte, là. Après la lutte, caporal Lortie. Yeah! Fait que là, je vais vous parler de quelqu'un, une fois qu'il y a un caporal qui a pété un plomb pis qui était tiré dans l'Assemblée nationale. Alright, je suis prête. Tu peux me raconter ça, là. Je suis toute prête, je suis toute oui. Yay! Parfait. Donc, d'abord, pour commencer, je voudrais remercier ma mère qui nous a suggéré ce cas. Merci beaucoup, Ginette. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui a fait couler beaucoup d'encre dans le temps et très peu d'encre depuis, d'une manière un petit peu curieuse. C'est vrai qu'on n'entend plus parler. Non, mais ça faisait énormément jaser, puis une fois qu'on va être arrivé à la fin, je vais pouvoir comme faire un petit retour là-dessus, mais je comprends pas qu'il n'y a pas plus d'articles qui ont sorti là-dessus quand c'était, je sais pas, le 20e anniversaire, vrai, hein? Le 30e anniversaire. Ouais, tu sais. Donc, il s'agit de l'histoire du caporal Denis Lortie et de la fusillade à l'Assemblée nationale en 1984. Donc, j'ai plusieurs sources. Pour ça, je me suis limitée aux articles du Soleil, parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu cherches quelque chose, là, je veux dire, t'as un article la même journée pour le Soleil, Le Devoir, La Presse, La Tribune, ouais. Ça finit plus, là. Fait que c'est les articles du Soleil de l'époque qui ont tout documenté les différents procès, parce qu'il y a eu plusieurs procès, mais aussi un reportage rétrospectif de Radio-Canada qui datait de 1987, date à laquelle, 3 ans après l'attentat, les vidéos de la fusillade ont enfin été rendues publiques, puis là, Radio-Can ont pu les diffuser. Ouais, je vais en reparler de ça aussi. Et finalement, le témoignage d'un homme du nom de René Jalbert à la revue parlementaire. On va tout mettre ça en contexte, dans le temps comme dans le temps. Alors, êtes-vous prêts à mettre un petit peu de fusillade dans votre café? Oui, mais je l'aime, ma tante, j'aimerais ça la revoir en un morceau. Bang, 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 bang! OK, alors, notre histoire commence dans la belle ville de Québec, notre capitale nationale. Oh yeah! Ça, c'était avant le 3e lien et Radio X, soit le mardi 8 mai 1984, à environ 9h40 On vous aime, Québec, on vous aime. Un homme arrive à... On vous aime beaucoup, Québec. Oui, c'est des blagues. Un homme arrive à l'Hôtel du Parlement de Québec. L'Hôtel du Parlement, on le sait, se situe à Québec, à quelques coins de rue à peine des plaines d'Abraham, à la limite, où est-ce qu'il y a le Vieux-Québec. L'individu est un individu assez louche. Il fait son entrée dans l'Hôtel du Parlement. Il est un homme âgé d'environ 25 ans,
avec les cheveux bruns et des lunettes rondes à fond de bouteille. Il est vêtu d'un treillis, soit la tenue de terrain de l'armée. Moi, je savais pas si ça s'appelait comme ça, un treillis. Je pensais que c'était des fatigues. Ah bon. On apprend des mots! Je pense que les fatigues, c'est peut-être en anglais. Mais c'est pas les fatigues, parce que les fatigues, je pense que c'est juste une couleur. C'est ce qu'ils mettent quand ils sont en civil. En tout cas. Peut-être. Lui, c'est le truc de camouflage. Le treillis, soit la tenue de terrain de l'armée. Mais il y avait juste 25 ans! Oh my God! Ouais, je vais préciser son âge plus tard, mais il était pas vieux. Moi, je pensais qu'il avait comme 30 ans, mais il avait même pas ça. Donc, il est vêtu d'un treillis, soit une tenue de terrain de l'armée, avec ses petites lunettes à fond de bouteille et ses petits cheveux bruns, et il est aussi armé d'une mitraillette et d'un revolver, et c'est là que va commencer une fusillade. À l'aide de sa mitraillette, l'homme abat sur le champ un messager qui était dans le hall et blesse grièvement la préposée à l'accueil. Non. Comme s'il connaissait bien l'endroit, l'homme se dirige ensuite vers ce qu'on appelle le Salon Bleu, soit la salle de l'Assemblée nationale où va bientôt siéger la Commission des institutions de l'Assemblée. Il y a déjà des employés de l'Assemblée nationale qui sont là à arranger la salle en prévision de la commission. Alors, à son arrivée dans l'Assemblée, l'homme va tirer 3 salves de sa mitraillette, blessant 13 personnes et en tuant 2 autres. Ensuite, l'individu s'assoit dans le siège du président de l'Assemblée. Et, bien sûr, tout ça est capté sur vidéo parce qu'on le sait, les sessions parlementaires sont enregistrées. Oui, ça passe live à la TV. Oui, c'est ça. Donc, si auparavant, on voyait pas tout, on pouvait entendre ces bruits-là, mais la caméra, elle est dirigée vers le siège du président de l'Assemblée, fait qu'à partir du moment où l'individu s'assoit là, ben on le voit, là, en plein champ dans la caméra. Et la Société Radio-Canada, la SRC, va réussir à obtenir les films plusieurs années plus tard, parce que, ben, la Société va obtenir immédiatement les films, puis être frappée d'un interdit de publication pendant les procès, puis finalement, plusieurs années plus tard, ils vont avoir le droit de les diffuser, puis là, les extraits sont disponibles sur Internet, fait que c'est pour ça que je peux vous raconter ce qui s'est passé. C'est surtout grâce à ça que je peux vous le relater avec autant de détails. Donc, le tireur, il rentre, il tire 3 salves de mitraillette, bang, 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 il tue 2 personnes, il en blesse 13, il s'assoit dans le siège de l'Assemblée. Alors, dans le Salon Bleu, on voit maintenant le tireur qui est installé dans le siège du président. Il tire des salves de balles en direction de la caméra, mais il la manque. Il marmonne, on dirait qu'il se parle à lui-même, il dit qu'il a manqué sa shot, mais que son heure va venir. Il parle à... Tu sais, il se parle à lui-même. On dirait pas qu'il parle à personne, mais il dit des affaires comme « Essayez donc de venir me tirer, venez me tirer, je suis prêt. » À un moment donné, il lance ce qui semble être un dentier dans le salon. Dans sa bouche, là, il prend quelque chose puis il lance. Bon. Il est comme fâché, frustré. C'est-tu le 20$ de Michel de Varenne? Mais non, même pas. Il semble, à tout le moins, hagard et assez incohérent. OK. Et là, tout à coup, il y a un homme qui va faire irruption à côté du tireur. Il est entré par une autre porte de la salle qui donne derrière le siège du président. Le nouveau venu, c'est un homme d'une 60aine d'années. Il est appuyé à une des colonnes de bois de l'Assemblée, comme s'il était prêt à se réfugier en cas de besoin. Cet homme-là, c'est René Jalbert. René Jalbert est un ancien militaire et c'est le sergent d'armes du Parlement québécois, parce qu'apparemment, le Parlement a un sergent d'armes. Je savais pas ça, que c'est un militaire qui est sur place. C'est un militaire qui est sur place, c'est comme le chef de la sécurité, j'imagine. OK. Mais c'est ça, il est le sergent d'armes, mais en même temps, il est pas armé ou habillé en militaire. En fait, lorsqu'il fait son entrée dans l'Assemblée nationale, il est habillé comme un fonctionnaire. Il a un complet, cravate, il a un imperméable beige, il a une mallette à la main. OK. En fait, il était en chemin vers son bureau quand il a entendu dire qu'il y avait une fusillade. Fait qu'il est comme rentré dans le Salon Bleu pour voir ce qui se passait. René Jalbert, lui, c'est un ancien militaire. Il a fait sa carrière au sein du Royal 22e Régiment et il a atteint le rang de major avant de quitter l'armée. Et désormais, il est sergent d'armes au Parlement du Québec. Major. Et donc, lorsqu'il est entré au travail une dizaine de minutes auparavant, il a entendu parler de la fusillade et du fait surtout que son auteur était vêtu d'un uniforme militaire. Là, il s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. N'écoutant que son courage, René Jalbert est entré dans l'Assemblée nationale. Et là, lorsque le tireur va voir Jalbert, le tireur va bondir de son siège, il crie à Jalbert de partir et lui dit qu'il capote, qu'il est écœuré du gouvernement. Jalbert, lui, il est très calme. Il lui répond qu'il est un militaire, lui aussi. Qu'ils peuvent se parler, tu sais. Il dit, on peut se parler, toi puis moi aussi, je suis un militaire, je vois que t'es dans l'armée. On va se comprendre. Tu peux te calmer, tu sais, on peut se comprendre, c'est ça. Il a l'air de vouloir établir un lien de confiance avec lui. Le tireur répond qu'il veut pas parler, il veut tuer. Il est venu pour tuer des députés parlementaires, mais là, il y a personne. Fait qu'il est fâché. Ça le mérite d'être clair.
Oui, ça a le mérite d'être très clair. Et là, Jalbert explique au tireur que la session parlementaire, là, elle est pas tout de suite. Il y a une autre commission qui va siéger avant. La session parlementaire, elle va commencer dans 2 heures. Il est venu vraiment, vraiment pas au bon moment. Pas trop en avance, là. Va prendre un café. Fait, c'est ça. Puis là, le tireur, il est fâché. Il tire une autre salve de balles qui, selon Jalbert, était destinée au siège où le premier ministre se serait assis s'il avait été là. Ça, c'est René Lévesque encore. Mais là, pour l'instant, c'est vide. C'est René Lévesque encore, ouais. Fait que là, Jalbert, il est pour vrai, là, il y a un sang-froid hors du commun, ce là ça a je me rappelle des vidéos, comme, parce que je les ai vues éventuellement, puis c'est vrai, René Jalbert, là, seigneur balls of steel. Je veux dire, il sursaute même pas quand l'autre tire avec sa mitraillette, tu sais, il est super calme, là. Fait que là, il répète encore, tu sais, moi, j'étais un militaire, comme toi. Il explique que j'ai fait la Deuxième Guerre mondiale, j'ai fait la guerre des Corées. Puis là, le tireur, pour la première fois, il a l'air de l'entendre pour vrai, tu sais. Il lui dit qu'il respecte ça. OK, bon. Il lui serre la main. Puis là, il commence à discuter. Puis au bout d'une couple de minutes, Jalbert a réussi à apaiser le tireur et il réussit à le convaincre de laisser partir les pauvres gens qui étaient tenus encore en otage dans le salon bleu. Oh my God. Parce qu'il y avait encore du monde qui était caché, tu sais. Parmi eux, il y a les blessés fait que là, aussi. Oh. Oui. Fait que là, il lui dit « Laisse sortir le monde, OK? Après ça, toi puis moi, on va aller dans mon bureau puis on va jaser. On est 2 militaires, on va trouver une solution, on va finir par s'entendre. » Une chance qu'il était là, lui. Le tireur fait signe aux otages de partir. Il les tutoie. Tu sais, il dit « OK, toi, là, va-t'en. » tu sais. Il leur dit de s'en aller individuellement. Puis il y en a qui passent devant la caméra, puis le tireur s'excuse à eux de les avoir blessés. OK. Fait que là, Jalbert aide à l'évacuation parce que, tu sais, il est très, très calme, mais à partir du moment où, comme, les gens, ils hésitent, ou, tu sais, Jalbert est comme, non, sortez tout de suite, puis il est très ferme, oui. Genre, vous avez pas l'air de comprendre le danger dans lequel vous vous trouvez. Non, c'est pas le temps de prendre des photos, là. Non, c'est ça. Surtout les gens, parce qu'apparemment, il y avait des gens qui étaient cachés au balcon aussi. Ouais. Puis là, quand le tireur se rend compte de ça, le tireur leur dit « Sortez, là, c'est le temps. » Puis Jalbert est comme « Non, restez pas ici, tu sais. » Allez faire des TikTok ailleurs. Exactement, tu sais. Fait que là, ils réussissent à évacuer la salle. Bon. Et là, un peu plus tard, Jalbert va convaincre le tireur de s'identifier. Jalbert lui offre de lui montrer sa carte d'identité de vétéran, tu sais. Fait que l'homme lui fait signe de s'approcher, il regarde sa carte, puis là, Jalbert lui demande « OK, je peux-tu voir ta carte à toi, tu sais, maintenant? » Puis c'est comme ça qu'on apprend l'identité du tireur. L'homme qui tient l'Assemblée nationale en otage, c'est le caporal Denis Lortie. Et le caporal Lortie, par le plus grand des hasards, est aussi avec le 22e régiment, comme René Jalbert. Mais voyons. Il y a un autre point en commun. Fait que là, Jalbert, ça paraît, il tente de maintenir Lortie dans un état de calme, là, et de gagner du temps le plus possible. Parce qu'il sait que la police est là. Elle s'en vient. Tu sais, dans les environs. Il veut intervenir, mais là, il est calme, puis il a arrêté de tirer, puis Denis Lortie, quand Jalbert lui parle, là, il le menace pas, il est pas en train de le viser avec sa mitraillette, tu sais. C'est ça, il veut le garder dans un état de calme, il veut pas qu'il reparte. C'est ça, c'est vraiment surréel, là, comme scène, là, ça n'a pas de bon sens. Et là, cet état de calme va automatiquement être capote quand un policier, un petit peu gnochon, va faire éruption au balcon pour se mêler de leur conversation et demander ce qui se passe. Boy. Ça, c'est insane, là. OK, là, il y a un policier qui rentre, tu le vois pas, tu sais, il est hors caméra. Puis là, tu vois Lortie puis Jalbert. Puis il y a un policier qui rentre, puis il est comme « Ouais, on veut juste savoir qu'est-ce qui se passe. » Puis là, Lortie lui répond que c'est la politique, le problème. Puis le policier, il répond que « Ouais, il comprend. » Et là, pendant ce temps, tu sais, Denis Lortie est un peu devant Jalbert, puis là, pendant que Lortie s'adresse au policier, puis il dit « Je suis venu, c'est à cause de la politique c'est de la merde. » Bon, Jalbert fait signe au gars de sortir, là, tu sais, frénétiquement avec ses bras. I've got this, va-t'en! Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, c'est dangereux, tu sais. Mais le policier s'entête, il dit qu'il veut comprendre Lortie, il veut juste l'aider, mais il est vraiment third wheel là-dedans, là. René Jalbert, il avait tout sous contrôle. Fait que là, éventuellement, Jalbert... C'était pas ton hero moment, là. Comme le dit Tina Turner, we don't need another hero. Non, we don't. Puis là, tu sais, Jalbert essaie de retrouver, tu sais, de convaincre le policier de partir sans y dire ouvertement « Va-t'en, c'est dangereux », tu sais. Fait que lui-même menace de sortir de la salle. Il est comme « OK, là, tu sais, t'as pas d'affaire à venir nous parler. Moi, je vais m'en aller. » Puis à toutes les fois, Lortie, il dit « Non, je veux que tu restes, Jalbert. » Tu sais. Puis éventuellement, Jalbert arrive à convaincre le maudit policier un petit peu gnochon, mais bien intentionné, d'aller leur chercher du café. Ah! Tu sais, il est comme, OK, là, tu peux rien faire, on discute, puis tu te mêles de quelque chose qui te concerne pas, va nous chercher du café. Puis là, pendant que le policier est parti, ben René Jalbert arrive enfin à convaincre Denis Lortie d'aller discuter dans son bureau
en privé puis de quitter le Salon Bleu. Alright. Bon. Puis là, l'autre, il revient avec ses beignes pis ses cafés, puis il est comme, là, ils sont tout le monde! Il est comme, oh, personne! Je pensais peut-être fait des amis! Mes nouveaux chums! Alors, René Jalbert mène ensuite Lortie vers son bureau, qui est un peu plus loin, tu sais, ils vont prendre l'ascenseur, c'est complètement fou, là, OK? Ils marchent ensemble, Jalbert fait comme signe aux gens de se tasser, tu sais, puis les gardes de sécurité de pas sortir leurs armes. Lortie est toujours armé. Oui, il y a sa mitraillette puis un fusil, et un pistolet, puis il y a un autre pistolet qu'on n'a pas vu encore, mais il y en a un autre. Fait que là, il rentre dans l'ascenseur, là, Jalbert dit à Lortie « Je suis pas à l'aise avec le fait que t'aies ta mitraillette vers moi. » Là, il baisse sa mitraillette, c'est correct. Là, il arrive à l'étage où il y a le bureau de Jalbert. En arrivant, il salue la secrétaire de Jalbert, qui s'appelle Madame Lebel, et Lortie lui fait même la bise. Ben voyons, OK. Ouais. Il t'a bien élevé. C'est comme, tu sais, Madame Labelle, je vous présente Denis Lortie, puis l'autre, il fait la bise, comme si c'était une situation vraiment très normale. Parce que, là, pendant ce temps-là, ça a duré longtemps, leur conversation, là, OK? Le building n'a pas encore été évacué. Ben voyons! C'est vrai, si la secrétaire elle était encore là! Tout le monde est comme... C'est pas clair qu'est-ce qu'elle fait là. Fait que là, mais les gens, ils ont vu des gens sortir blessés par balle, puis juste fait comme « Oh, Mondays! » puis continuer leur journée. Mondays, am I right? Puis ils se sont fait un chin de café. Ben là, je comprends pas trop. Fait que là, ensuite, tu sais, c'est comme, OK, ça c'est Denis Lortie. Puis après ça, il dit à Denis Lortie que tu peux aller à mon bureau. Puis là, il se retourne vers sa secrétaire. Puis il dit, là, ce serait le temps de partir du building. Puis la secrétaire est comme, toi aussi, il va te chercher du café. Fait que là, les hommes s'installent dans le bureau de René Jalbert. Lortie dépose la mitraillette sur son bureau. Fait qu'il est plus en train de viser avec ça. Puis il sort un revolver, pardon, c'était pas un pistolet, c'est un revolver, qu'il charge devant lui. Puis il va pas le garder en joue, mais tu sais, il y a un pistolet, il y a un revolver des mains pendant qu'il parle. OK, fait que là, il était environ 9h40 le matin quand tout ça a commencé. Dans le bureau de René Jalbert, les deux militaires vont discuter tout seuls jusqu'à 14h10. Oh! Il y en avait des choses à se dire! C'est presque 4 heures de temps. Wow! Il y avait beaucoup de choses à dire. Puis là, à ce moment-là, bien sûr, on n'est plus devant les caméras de l'Assemblée nationale. Fait que là, ce que je vais vous raconter maintenant, ça vient du témoignage de René Jalbert à la revue parlementaire, qui a par la suite expliqué ce qui s'était passé et tout. Alors, ça a paru dans la revue parlementaire la même année. Et il y a aussi eu des témoignages de Jalbert lors du procès de Denis Lortie qui m'ont aidé à retracer ce qui s'est passé là. Mais vous allez voir qu'on n'apprend pas grand-chose. Une fois dans le bureau, Lortie... C'est ça, accepte de se défaire de sa mitraillette, il la pose sur le bureau, puis là, il tient son revolver, dont Ah là, j'ai écrit un pistolet, on le sait pas trop, un pistolet, un revolver, un gun, un fusil de chasse, une grenade, tu sais, whatever. Un papa. Un papa, un BB gun, non, ça va pas trop ce qu'il y avait, bon. Fait que, en tout cas, le cran de sûreté était enlevé, fait qu'il était prêt à tirer, bon. Jalbert explique dans son témoignage à la cour que pendant qu'il discutait avec Denis Lortie, il avait peur... Mais il avait surtout peur parce qu'il voyait que Lortie était désespéré. Il avait peur que Lortie décide de se tuer lui-même. Ouais, c'est un ou autre de risque. tuer Jalbert. Oui, c'était plus pour ça. Il avait pas peur qu'il sorte puis qu'il aille tuer plein de monde avec sa mitraillette. C'est plus comme, j'ai peur qu'il se tire une balle dans la tête devant moi. Fait que là, ils vont passer, c'est ça, environ, tu sais, 3 heures et quelques à jaser dans le bureau. Ils vont surtout parler de l'armée, de leur expérience et de leur vécu. Parce que même si Jalbert va demander à plusieurs reprises à Lortie de parler de sa vie personnelle, il veut savoir s'il est marié, s'il y a de la famille, Lortie, il va systématiquement refuser de répondre à des questions personnelles comme ça. OK. Fait qu'ils vont... C'est surtout du de-escalation qu'il est en train de faire. Ouais. OK? Il veut comprendre pourquoi il a fait ça, mais Lortie est pas prêt à y parler de sa vie personnelle puis donner des vrais détails, tu sais. Malgré tout, il va essayer d'expliquer ses actions. Mais comme j'ai dit, il est pas mal incohérent, puis là, il n'y a plus de dentier, là, fait qu'il est un peu dur à comprendre. Ouais. On va revenir à ce détail-là, il était important pour vrai. Mais bon, fait que Lortie, il dit qu'il est frustré par différentes politiques du gouvernement du Québec, qui était à ce moment-là le Parti québécois, mené par René Lévesque, et qui a planifié de faire une tuerie à l'Assemblée pour tuer René Lévesque et d'autres politiciens du PQ. Jalbert lui demande à plusieurs reprises ce qu'il veut exactement, et tout ce que Lortie va dire, c'est qu'il veut, et je cite, « sensibiliser tout le monde ». Mais on sait pas à quoi, puis Jalbert va jamais arriver à obtenir de réponses plus spécifiques que ça. OK. OK. Non, j'allais dire peut-être au traitement des vétérans, mais ça n'a jamais été... C'est même pas ça, parce qu'il est pas un vétéran, Lortie, il est encore dans l'armée. Non, c'est vrai, excuse-moi. Il est encore dans l'armée, puis on pourra... Excusez, j'avais la bouche sèche. Oh, correct.
on pourra en reparler, mais d'après ce que j'ai vu, parce que je suis pas allée checker ces... je veux dire, je suis pas allée checker ces dossiers militaires, là, parce que t'as pas accès à ça, faut que tu fasses des demandes par la poste pis tout, là. Mais je pense pas qu'il avait été sur le terrain, il travaillait à une base militaire. Ok, ouais, il avait jamais été déployé. Non, il était un technicien à une base militaire, technicien de je sais pas quoi, je vais le préciser sûrement quelque part dans mon script, là. Mais c'est ça, je pense pas que c'était des questions de comment on traite les gens qui reviennent du combat ou des trucs comme ça. Okay. En tout cas, il voulait sensibiliser les gens. Puis là, pour l'instant, c'est à peu près ça. Dans le procès, on va en apprendre un peu plus, mais tu sais, bon, ça... Faut pas s'attendre à une explication qui est très, très rationnelle, là, pour tout cet acte-là. Là. Si vous vous attendez à ça, vous allez être déçus. Bon. Fait que là, finalement, Jalbert propose à Lortie de faire une reddition et se rendre à la police militaire. OK, ouais. Parce qu'il lui dit, tu sais, c'est sérieux, là, ce qui s'est passé. Lortie a l'air de comprendre que c'est sérieux ce qui s'est passé, et il lui dit, tu sais, on peut sortir d'ici, puis la police va t'arrêter. Mais t'es un militaire comme moi, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut, fait que tu pourrais rendre tes armes à la police militaire dans quelque chose qui est plus, entre guillemets, honorable. Tu sais? OK, ouais. Fait qu'il propose à Lortie de contacter la police militaire qui est à Valcartier, ils sont à Québec, pour venir le chercher, pour faire une vraie reddition militaire. Et là, calmement, il explique à Lortie que c'est la seule manière de procéder s'il veut pas que la SQ rentre dans le tas. Mais la SQ... Dans notre épisode de Charles Marion, des fois, on se questionne un petit peu sur ce qu'ils font, mais... Oui, mais je te file, Jalbert, je te file. Bon, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, à part, tu sais, tu te rendais à la SQ, ou, tu sais, sinon tu te rends à la police militaire, et le Lortie accepte. Alors, Jalbert va appeler une de ses connaissances, le colonel Armand Roy, qui est à la base militaire de Valcartier, puis le Jalbert va lui expliquer la situation au téléphone. Tu sais, là... T'es-tu bien assis, là? T'es-tu bien assis, Armand? J'ai quelque chose à te conter. Fait que là... Il est vraiment, là, je sais pas s'il avait vécu, s'il avait comme eu des formations sur les gestions de crise, ou des affaires de même, mais en tout cas, il est tellement génial. S'il a été un prisoner of war, il a peut-être appris aussi à négocier. Ça se peut, écoute, on sait pas. Donc, il est vraiment génial, puis là, il va même proposer à Lortie de parler avec Roy pour confirmer qu'il est pas en train de parler à la SQ. Quel homme brillant, ça n'a pas de sens. Il est vraiment brillant. Fait que puis là, c'est tout on the spot, là. Le caporal Lortie accepte, il prend le téléphone, il écoute, il dit pas grand-chose, il se fait raconter par Armand Roy comment ça va se passer, sa reddition et tout. Et finalement, ben, il raccroche, puis il dit « Ok, je suis convaincu, je vais me rendre à la police militaire, mais je suis pas prêt à sortir encore. » Ok, on va discuter. Fait que là, Lortie et Jalbert continuent à jaser. Lortie raconte à Jalbert qu'il est allé tirer une salve de balles dans les fenêtres de la citadelle quand il est arrivé à Québec, avant de se diriger vers le Parlement. Puis là, Jalbert lui demande pourquoi il fait ça, puis Lortie répond, et je cite, « C'est mon esprit qui a fait ça, c'est pas moi, c'est mon esprit. » Oh. On peut constater déjà que il y a peut-être des petits problèmes, là. Il était peut-être pas tout là. Il est peut-être pas tout là, Denis Lortie, quand tout ça se passe, puis c'est ça que Jalbert constate aussi, qu'il est pas nécessairement dangereux, dans le sens de, il est pas nécessairement super conscient de ce qui est en train de se passer. Ouais. Il est conscient de certaines affaires, mais pas toutes, puis il est pas capable de tout expliquer. Éventuellement, Jalbert reçoit un appel, il a dû faire le saut en tabarnouche. Il y a un de ses amis qui s'appelle le colonel Jacques Pinchot, qui est à une base mobile de Montréal, qui l'appelle parce qu'il est en train de voir les nouvelles puis voir ce qui se passe, là. Ça, puis c'est correct! L'ami est paniqué, mais Jalbert lui parle très calmement à Pinchot et lui convainc de prendre le téléphone avec Lortie aussi pour organiser sa reddition. Il parle au téléphone avec Lortie, là, tout est calme, là, ok, on est presque prêt à partir. 2 fois, à 2 reprises, Denis Lortie va dire qu'il regrette ce qu'il a fait. Oh. Il a les larmes aux yeux. Jalbert lui dit que c'est correct, là, il a le droit de pleurer s'il veut, ils sont tout seuls, il y a personne pour le voir, puis Lortie va pleurer pendant une couple de minutes. Oh my God. Puis après ça, dire qu'il se sent apaisé puis qu'il est prêt à se rendre. Oh wow, ok. Oh my God. Puis là, on est un petit peu après 14 heures. Ouais, je sais, c'est pas mal épouvantable cette histoire. Donc, on est un petit peu après 14 heures, ça fait presque 5 heures que le caporal Denis Lortie est entré à l'Assemblée nationale. Il a fait 3 victimes, Georges Boyer, Roger Lefrançois et Camille Lepage. Il a aussi fait 13 blessés, dont 9 pour lesquels il va subir un procès pour voie de fait. Oh. Avec et raison. enfin, il va se rendre, sans plus de péripéties, il va se rendre à la police militaire. OK. Son procès commence
très rapidement. Donc ça, c'était en mai 84. Et puis en janvier 85, son procès commence. Oh, mais ça va être un procès normal, ce sera pas un procès militaire? C'est un procès normal. OK. Il est accusé de 3 meurtres et 9 tentatives de meurtre en lien avec la fusillade du 8 mai. Lortie comparaît devant le juge Yvan Mignot et il est représenté par maître André Royer et un autre maître dont j'ai oublié le nom. On le salue! Donc, il y a 2 avocats de la défense. Il est devant le juge Yvan Mignot, dont on doit se rappeler le nom parce que ça va revenir plus tard dans l'histoire, il est bien important. OK. Au début du procès, il est spécifié dans Le Soleil que personne ne sait si la défense ou même la couronne a eu la chance de voir les enregistrements de la caméra de l'Assemblée nationale. OK. On sait pas si ça a été rendu public encore. Puis, en fait, ce qu'on va apprendre rapidement, c'est que non, ça ne l'a pas été, puis éventuellement, ça va l'être. Puis, le procès va s'arrêter pendant une journée pour que la défense puis la couronne puissent regarder les enregistrements puis réajuster leur tir et tout. Mais, comme je l'ai dit, il y a comme un interdit de publication. Ça va prendre des années encore avant que le public ait le droit d'aller voir ça. OK, ouais. Le jury est composé de 7 femmes et 5 hommes, ce qui est le fun pour la parité, mais sinon, c'est pas le fun parce que c'est le procès du caporal Lortie. Ouais, 7 femmes, c'est rare qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans cette époque-là. Ouais, hein? Oh! Mm-hmm. Yay, Et féminisme! Là, enfin, on va en apprendre un peu plus sur Denis Lortie. Lortie, il est âgé de 25 ans seulement. C'est fou, parce que sur les photos, il a pas de l'air de 25 ans, là. Non, il a l'air plus vieux, hein? Il a l'air beaucoup plus vieux, puis en plus, la mention du dentier, c'est... Ouais. Donc, il est âgé de 25 ans seulement lors du début de son procès. Lui, il déclare qu'il est non coupable, donc c'est ça son plaidoyer. Donc, il plaide pas coupable, bien sûr. La couronne, représentée par maître André Plante, entend prouver que le caporal Lortie a longuement planifié et médité son geste avant de commettre la fusillade à l'Assemblée nationale. Donc, que c'était un homicide au premier degré, un homicide volontaire, prémédité. OK. Pour ce faire, la couronne va, en cours, retracer le parcours de Denis Lortie dans les jours précédant la fusillade. Fait que là, let's go, on est parti dans le timeline. On retourne dans le temps. Oh! Dans la semaine du 30 avril au 4 mai 1984, Okay. Lortie occupe son emploi de technicien à la base de Carp, près d'Ottawa, en Ontario. OK. Fait qu'il était pas dans les bases emploi. québécoises. Non, il était pas dans les bases québécoises. Donc, dans la semaine du 30 avril au 4 mai 1984, Lortie occupe son emploi de technicien à la base de Carp, près d'Ottawa, de manière tout à fait normale. Il y a personne qui a rien vu venir. Ça, c'est une affaire qui va revenir beaucoup dans son procès, que les gens ont dit qu'il avait l'air normal. Tu sais, il était à l'hôtel à Québec. Le clerk à l'hôtel était comme, ouais, ça avait l'air d'un bon gars, il avait l'air super sympathique. Pis tout. Bon. Fait que là, il va demander et obtenir une permission, celle de se rendre à Québec durant la fin de semaine du 5 au 7 mai pour régler ce qu'il dit être une affaire de divorce. OK. Parce qu'il est marié. Ah! Il est marié puis il a des enfants. Surprise! À d'autres camarades, par contre, il va prétexter qu'il va partir en voyage de pêche. Mais, dans tous les cas, la permission est accordée. Et là, le vendredi 4 mai, il va louer une voiture et se préparer à partir. Y a-tu des beaux spots de pêche à Québec? Je sais pas. Tu peux peut-être pêcher à côté des plaines de Braham. Je sais pas trop, là. Mais là, le 5 mai, il est toujours pas parti, le lendemain. Il va rentrer au travail sous prétexte d'avoir encore du travail à finir avant de filer pour Québec. Et là, il va se rendre à la voûte, qui est l'endroit où sont conservées toutes les armes. Oh! Dans la voûte, il va prendre 2 mitraillettes, un pistolet, 440 balles, 12 chargeurs, une veste anti-balles et un masque à gaz. 440 balles! Oh my god. Mm-hmm. OK. À son départ de la base militaire, il n'est pas fouillé. Denis Lortie est un des 4 employés de la base militaire qui a le droit d'aller dans la voûte, et en raison de l'entrée en vigueur d'une nouvelle charte de valeurs, les soldats n'ont désormais plus le droit de procéder à des fouilles sur la base, à moins d'avoir un doute raisonnable ou d'avoir reçu une plainte à l'égard de quelqu'un. Hey, ça sonne comme une mauvaise idée, cette affaire-là. Ouais, mais c'est la charte des droits et libertés, là. T'as pas le droit d'être fouillé, à moins qu'il y ait un doute raisonnable de quelque chose. Puis là, il y a personne qui avait un doute raisonnable de rien, puis en plus, Denis Lortie avait le droit d'être dans la voûte. Oh boy. Recipe for disaster. Yes. Le dimanche 6 mai, Lortie quitte enfin Ottawa et va rejoindre sa femme et ses 2 enfants à Québec, où ces derniers ont passé la semaine. Donc, les autres étaient en vacances à Québec depuis une semaine. Le là. village vacances dans le quartier. Yeah! Ils sont peut-être allés là. Peut-être. Je sais pas quel âge ça a, le village J'allais dire faire la Mazou, non, mais c'est pas là que c'est la Mazou. Mais... Oh! Non, c'est le parc Safari. Hey, wow, on connaît pas nos zoos. Cet été au parc Safari. Fait que là, il va rejoindre sa femme et ses 2 enfants à Québec. Le lundi 7 mai, il fait une visite guidée du Parlement. C'est pas clair s'il a fait la visite seul ou avec sa femme. OK. Sa famille. Mais il a visité le Parlement et a demandé spécifiquement au guide comment se rendre au Salon Bleu.
la place où il y a toutes les assemblées parlementaires. Là. Peux-tu me faire un petit plan, s'il te plaît? Voici un papier puis un crayon. Pendant la visite, tout le monde a trouvé qu'il était très, très normal et très sympathique et très courtois. Puis il a même servi d'interprète à des touristes qui étaient des anglophones. Parce que le tour guidé était en français, fait qu'il leur traduisait ce qui se passait dans le tour guidé. OK. Super fair, super friendly. Je suis vraiment surprise. Je sais, c'est surprenant comme cas. Oui. OK. Ensuite, après la visite guidée, Lortie va s'acheter au magasin Sears de la place Laurier. Oh! Chez Cyr! Il va s'acheter une enregistreuse et 3 cassettes pour enregistrer sa confession en 3 copies. J'avais oublié qu'il vendait pas juste du linge chez Cyr. Il vendait aussi des enregistreuses pour enregistrer ta confession en 3 copies. Hi! Merci, Cyr. Alors, le soir du 7 mai, donc la veille de la fusillade, il va enregistrer sa confession. Il y a 3 versions différentes. Il y en a une première qui enregistre qui est destinée à l'aumônier de la base militaire à Valcartier. OK. La deuxième à l'animateur de Radio de Québec, André Arthur. Et la troisième à sa femme, Lise Lévesque. Le caporal Lortie va enregistrer ses confessions et ensuite il va aller porter la cassette à la radio. Il poste celle destinée à sa femme et il se rend à la citadelle pour donner la dernière qui était pour l'aumônier de Valcartier. Là. Puis là, c'est une fois qu'il est là qu'il va tirer une salve de balles dans les fenêtres, là, comme il a dit à René Jalbert. Oh boy! Quand il est à la citadelle, il y a des employés de la construction qui remarquent le caporal qui sort de sa voiture, puis ils le remarquent parce qu'il est vêtu d'un treillis, puis il est armé d'une mitraillette, puis ils trouvent ça un petit peu étrange. Il tire dans les fenêtres. Puis il va tirer dans les fenêtres, puis ça va comme créer un commotion, là, fait qu'il va pouvoir aller porter sa cassette, puis ensuite repartir sans que les gens le remarquent, parce que tout le monde est comme « Ah, il y a quelqu'un qui a tiré des fenêtres, c'est qui? » Tu sais? Ah, OK, il est fait comme c'était pour faire une distraction, OK. en fait. Mais c'était-tu vraiment pour faire une distraction ou c'est parce que son esprit a dit de faire ça puis qu'il contrôle pas ce que son esprit dit de faire? Mais qu'il y a eu un moment de... On le sait pas. Donc ensuite, le caporal Lortie va se rendre à l'Assemblée et entrer par une des portes latérales. Donc il entre pas par l'entrée principale, c'est pour ça qu'il se ramasse devant le comptoir avec le messager. OK. Il va tirer un premier homme qui est le messager qui s'appelle Camille Lepage. Et ensuite, il va pénétrer dans le Salon Bleu, puis c'est là qu'il va faire ses 2 autres victimes, Georges Boyer et Roger Lefrançois, qui étaient des employés de l'Assemblée, qui étaient en train d'organiser la salle pour une assemblée qui allait se passer bientôt. Une commission. Ça me fait vraiment de la peine, c'est genre... C'était juste des employés, là. C'était même pas René Lévesque, non mais c'est... Oui, non, mais c'est comme avec Timothy McVeigh aux États-Unis qui voulait sa revanche contre le gouvernement, puis il a littéralement juste tué comme des fonctionnaires puis des enfants, là. C'est des gens qui méritaient absolument... Je veux dire, il y a personne qui mérite ça, mais je veux dire, c'était... Non. C'était des gens qui avaient aucun pouvoir par rapport à ça, là. Non, effectivement. Lors du procès, on apprend qu'à la surprise de personne pantoute jamais, Lortie entretenait une animosité certaine envers René Lévesque. Oh! Alors, le premier ministre du Québec et le chef du PQ, il était très, très vocal par rapport à ça, Denis Lortie. Il disait à tout le monde à quel point il haïssait René Lévesque. Puis une des choses qu'il décriait, c'était la question de la langue dans l'armée, parce qu'à sa base militaire à Carp, en Ontario, les soldats francophones devaient apprendre l'anglais, mais les soldats anglo, ils n'avaient pas besoin d'apprendre le français pour travailler. Fait que là, les Français se faisaient aussi souvent intimider parce que c'était des... entre gros guillemets, French Frog. Ouais. Ils se faisaient intimider parce que c'était les francophones par les anglos qui, eux, n'étaient pas tenus d'apprendre le français pour travailler. Il y avait une grosse injustice là-dedans. Ouais. Effectivement, Denis Lortie était très fâché par ça. On apprend aussi que Lortie était une sorte de mouton noir à la base militaire. Il était aussi fréquemment victime des railleries de ses camarades parce que il y avait des prothèses dentaires, comme j'ai dit, il y avait un dentier supérieur, c'est le dentier d'en haut. Pendant les 4 premiers mois où il travaillait à la base, il y avait un problème, puis son dentier n'était pas ajusté, il n'avait pas pu faire ajuster ses prothèses dentaires supérieures. Et à cause de ça, il y avait beaucoup de problèmes de diction. OK, ouais. Et les gens l'intimidaient beaucoup, puis les gens riaient beaucoup de lui à cause de ça. Oh, c'était du bullying. Ouais. Oui, il était victime de bullying. Il se faisait beaucoup niaiser. Il se faisait niaiser parce qu'il était francophone. Il se faisait niaiser parce qu'il avait des lunettes en fond de bouteille. Il se faisait niaiser parce qu'il était un petit peu loner, puis il parlait pas au monde. Puis en plus, parce qu'il parlait mal. Les gens disaient qu'il y avait, et je cite, une patate chaude dans la bouche quand il parlait. Ben, tu sais? Il y avait pas la vie facile à la base de Carp, en Ontario. Oh. Le lundi suivant le début du procès, la couronne obtient enfin le droit de faire entendre aux jurés la cassette envoyée par Denis Lortie à sa femme Lise Lévesque. Oh, la qualité sonore est apparemment très wish. Oui, c'est ça, la confession.
La qualité sonore est apparemment très push, pire que celle que j'avais avant de m'acheter un meilleur micro. J'ai mis une bonne blague dans mon texte. N'allez pas chez Cyr pour vos électroniques, ça existe plus de cette façon. Ça va être encore plus push que mon micro d'avant. Bon, ok, mais là, j'ai fait une joke parce que la suite est vraiment triste. Donc, il fait entendre, la couronne fait entendre ça aux jurés. Tout ça, c'est dans le but de montrer la préméditation, ok? Il faut garder ça en tête. À mon avis, c'est pas vraiment ça que ça fait. Fait que là, à travers la qualité audio très push et plusieurs passages qui sont inaudibles parce que justement, il marmonne beaucoup, puis il y a de la misère à parler, puis bon. Le jury entend tout de même Lortie faire cette déclaration à sa femme. Début de la citation. « Ce que je peux te dire, c'est que je t'aime. Mon cœur est pour toi, mais ma tête est ailleurs. Ce que je fais ou ce que je vais faire, je sais pas pourquoi, il faut que je le fasse. » Lortie demande à sa femme de l'oublier et de se faire une nouvelle vie quand il va être mort. Il dit « Moi, je n'en peux plus. Je te l'ai déjà dit. Ça m'intéresse plus sur la terre. J'ai peur de moi-même. Je m'aperçois que je suis très dangereux, alors aussi bien en finir tout de suite. Je peux peut-être vivre plus longtemps, mais j'ai d'autres projets pour me détruire et empêcher ça. Avant qu'il me tue, je vais en avoir tué beaucoup. Mais c'est trop dur pour moi. La vie est trop dure. » Oh my God. Fin de la citation. Je sais, c'est très triste. Oh. Lortie répète aussi plusieurs fois à sa femme qu'il l'aime, qu'il n'est pas fou, qu'il est lucide, qu'il comprend ce qu'il va faire. L'enregistrement dure 23 minutes. Puis là, je sais pas trop si la couronne voulait essayer de prouver il faisait ça délibérément, mais là, moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, oui, qui est vraiment désespéré, qui est au pied du mur, puis qui a vraiment pas l'aide dont il a besoin, là. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi, là. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui a besoin d'aide, puis qui en trouve juste pas, là. Ouais. Fait que là, tu sais, ici, on fait pas de victim blaming, là, mais là, je vais faire ma petite parenthèse, justement, pour dire que je pensais, en commençant à lire ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus, tu sais, noir ou blanc comme histoire, mais c'est vraiment gris. C'est vraiment, vraiment, vraiment gris. C'est pas du tout des histoires de... Il y a plein de fusillades aux États-Unis, il y en a à peu près toutes les 2 minutes. Oui. Il y en a pas un présentement. Il y en a tout plein là-dedans que c'est beaucoup plus clair qu'il y avait des intentions criminelles, qu'il y avait, tu sais, des intentions sadiques de faire souffrir des gens, d'enlever la vie de, tu sais... Denis Lortie, il fait pitié. Non, moi, c'est vraiment triste. C'est ça que j'avais en lisant ça. C'est vraiment triste. C'est terrible ce qu'il a fait, mais il n'y avait pas nécessairement l'air de quelqu'un de monstrueux comme Paul Bernardo aurait pu l'être, ben comme Paul Bernardo l'est. Non. Là, je fais référence à Carla Homolka et Paul Bernardo, là. Non, c'est vraiment c'est juste triste de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Oh, c'est vraiment... c'est pas très cotton... Voyons, comment qu'on dit? Non. Quelque chose de bien découpé, ok, les méchants sont là, les gentils sont là, c'est vraiment très... c'est très crève-cœur. C'est très crève-cœur comme histoire. Ça avait pas l'air d'être le fun partout d'être dans sa tête, là. Non, vraiment pas. Tu sais? OK, on recommence. Ensuite, il y a un témoin étoile, là, qui va venir témoigner pour la couronne. Oh. René Jalbert! Je pensais que t'allais dire Claude Poirier. Non, même pas. C'est plate de même. Mais il y a un autre témoin étoile qui va venir plus tard, puis tu vas trouver bien funny. Oh. Mais là, OK. René Jalbert va raconter son intervention dans le Salon Bleu et sa longue discussion avec Lortie. Je vous ai déjà tout raconté ça. Fait que là, finalement, ma recherche, ça s'est résumé à relire 22 fois les mêmes détails de cours que j'avais déjà lus. Et j'étais comme, oh, c'est long. On va rien apprendre de plus là-dedans, là. Il va réexpliquer, comme je vous l'ai déjà dit, que il avait pas peur, il se sentait pas menacé, il se sentait pas pris en otage, c'est plus compliqué que ça. Okay. Il allait pas s'en aller, il allait pas le laisser tout seul, Denis Lortie, mais il aurait pu partir. Il avait pas l'impression que Lortie l'aurait tiré s'il avait essayé de se sauver. Il avait plus l'impression que c'était comme de son devoir de rester pour, justement, aider Lortie à se calmer, puis permettre une espèce de transition plus calme, là. T'sais. Et le protéger de lui-même, carrément. Le protéger de lui-même, le protéger de la SQ aussi, pour qu'il se fasse descendre par des snipers de la SQ. En effet. Tu sais? Donc, mais c'est ça, je veux dire, ça encore, c'est un portrait très nuancé. C'était pas comme, j'avais vraiment peur pour ma vie. C'était pas ça. La plupart du temps, Lortie a passé une couple de minutes à brailler dans son bureau. Je pense pas qu'il y avait un gun dans les mains quand il braillait. Moi non plus. Donc, il va raconter toutes ces affaires-là. Encore une fois, pourquoi la couronne l'a fait venir? Puis qu'est-ce que c'est censé nous prouver en termes de délibération? Puis on le sait pas, là. Surtout que ce que tu me dis, René Jalbert, il a l'air d'avoir été très humain dans son traitement de Denis Lortie. Ben oui, puis je veux dire, c'est beaucoup plus comme...
ce que Jalbert en a raconté, là, des justifications de Denis Lortie, c'était justement que Denis Lortie, il disait « J'ai fait quelque chose que je pouvais pas m'en empêcher, j'ai fait quelque chose que je comprends pas vraiment c'est quoi. » Tu sais, on n'est pas en train d'aller vers la préméditation. Qu'est-ce que la couronne essaie de faire, là? Non, puis je sais pas, je suis pas dans la tête de René Jalbert, mais probablement que lui, il s'est dit « Cet homme-là a besoin d'aide. » Ouais, ça avait l'air à ça. Et là, bon, finalement, le lendemain, bon, là, c'est fini, le témoignage de René Jalbert, la couronne a peut-être fait comme, mon Dieu, on s'est tiré dans le pied. Et là, le lendemain, la cassette envoyée à André Arthur, l'animateur de radio de Québec. Maintenant, animateur de radio poubelle! Yeah! Yes sir, André Arthur! Et celle envoyée au padré Melvin Arsenault de la base militaire de Valcartier. Parce qu'apparemment, les aumôniers appellent ça des padrés dans l'armée. Je m'attendais à un nom... C'est René Jalbert qui utilisait ce mot. Je m'attendais à un nom plus exotique. Je suis un petit peu déçue. Ben, Melvin Arsenault, je trouve ça intéressant comme nom. C'est vrai. Ça fait très Québec début du 20e. C'est weird! Ouais! Fait que Melvin Arsenault, bon, les cassettes sont présentées au jury et vont permettre de jeter un peu plus de lumière sur les motivations qui ont poussé Denis Lortie à faire sa fusillade. Fait que là, on a déjà parlé de la frustration par rapport à ce cher Tipoel Lévesque. Puis là, dans l'enregistrement à l'aumônier, à Melvin Arsenault, le padré, Lortie écrit de manière saccadée et parfois incohérente les difficultés de la vie dans l'armée en général. C'est très difficile d'avoir une vie de couple puis d'être en service, mais aussi c'est difficile d'être un francophone travaillant dans un milieu anglophone. Il parle aussi des problèmes de consommation de drogue et d'alcool qui sont si répandus dans l'armée, mais c'est pas clair s'il parle de lui-même ou s'il parle de ses autres camarades dans l'armée. Ouais. Il fait plus comme décrier les conditions de travail en général, puis c'est jamais clair si lui-même avait des problèmes d'alcool, de drogue, s'il avait des problèmes avec sa femme, tu sais, on sait pas. Il dit surtout dans les enregistrements qu'il commet la fusillade parce qu'il veut aider la langue française au Canada et surtout dans les forces armées canadiennes. Il répète ça. Lortie dit que c'est un milieu qui manque de cœur, où les gens sont prêts à détruire leur prochain pour avoir une promotion. Oh, OK. Mais me semble René Lévesque qui avait pas aidé pour la langue française au Québec. Ben, il a pas assez aidé! Selon Denis Lortie. Non, je sais pas. J'essayais de réviser rapidement mes cours d'histoire dans ma tête. Non, oui, absolument, il a aidé René Lévesque, mais là, Lortie pense qu'en tuant René Lévesque, il va régler tous ces problèmes-là, ce qui est un programme assez ambitieux, si vous voulez mon avis. Ouais. Il dit, et je cite, « Je veux détruire quelque chose qui veut détruire... » Beat the heat and say that Whole Foods Market, ice cream, and frozen desserts are on sale for 50% off with Prime. That's 50% off brands like Jenny's, Good Pop, So Delicious, and more. Scoop some now, pack your freezer for later, and check out summertime sweets from the experts in the Whole Foods Market Bakery, like their sweet and fluffy angel food cake and limited-time peach Marionberry pie. Summer is sweeter at Whole Foods Market. Shop in store and online now. La langue française, faisant bien sûr allusion au PQ et à son chef bien-aimé, Tipoel Lévesque. Moi, je comprends pas trop le lien. Moi aussi, parce que je suis comme, ben, s'il y a un parti qui veut aider la langue française, me semble que c'est le PQ. En effet. Clairement pas les conservateurs. Mais tu sais, vous pourrez pas dire que je vous ai pas averti, mais si vous cherchez une explication rationnelle et logique à cette histoire-là, il y en a pas, là. C'est bon. Fait que dans son enregistrement à André Arthur, Lortie va répéter son programme politique et décrire le fait que les Canadiens français sont comme pognés au Québec et ne peuvent pas voyager dans le Canada anglo parce qu'ils connaissent pas l'anglais, mais surtout parce que les anglos ne connaissent pas le français, et ça, selon Lortie, c'est ça qui est la faute à Tipoel. Donc, Tipoel devrait forcer les anglophones à apprendre le français pour que les Canadiens puissent voyager plus facilement au sein du Canada. Comme dans le sketch de RBO, là. Pareil comme ça. Fait que c'est à peu près ça que... Puis là, pourquoi encore une fois, pourquoi la couronne a-t-elle présenté toutes ses preuves en voulant montrer que Denis Lortie était quelqu'un qui était cohérent et articulé et qui avait fait quelque chose de prémédité et de comme bien réfléchi? Pas trop sûr. Je sais pas, j'étais dans le jury présentement, je regarderais la couronne avec une face de... T'es sûr? C'est ça. Alors, c'est ça qui va conclure la preuve de la couronne. En guise de défense, les deux avocats de Lortie, dont là les deux noms sont, j'avais déjà parlé de André Royer, il y a aussi Maître François Fortier. Donc, ces avocats veulent prouver que la fusillade était, et je cite, une action démentielle quasi spontanée. Seigneur! Ça aussi un ambitieux programme, à mon avis. Ouais,
Parce que j'ai l'impression que la réponse se situe peut-être entre ces deux balises qui sont comme diamétralement opposées. J'ai l'impression que les deux sont comme complètement à des opposés. Puis je suis comme, mettons quelque part dans le milieu. Genre, c'était super prémédité, puis il savait pas pantoute ce qu'il faisait. C'était spontané et démentiel, puis ça arrivait direct de même, puis il y avait de l'anticipation, il y avait de la préméditation, il est allé chercher des armes, il a conduit jusqu'à Québec, tu sais. En tout cas, je comprends pas. Fait que là, en d'autres mots, la défense, c'est de plaider ce qui s'appelait alors l'aliénation mentale. Ouais. Et Maître Fortier entend prouver que Lortie est, et je cite, « un esprit malade qui n'a pu vaincre la puissance maléfique qui l'habitait. » C'est donc bien poétique. C'est tellement poétique. C'est le fun, la défense. Lire la couronne, c'était vraiment dull dans les journaux, mais lire la défense, là, ça, c'était amusant en tabarnouche. On dirait un roman de Stephen King. C'était diabolique. C'est la puissance maléfique qui l'habite. La défense dit que le caporal Lortie a tout fait pour se faire arrêter, et ce, depuis le 4 mai, ou plutôt le 5, j'imagine, quand il est sorti toutes les affaires de la gagos, quand il a sorti tout son arsenal, de la voûte à Carpe, et que toute la fusillade était une action spontanée et non pas un acte prémédité, parce qu'à plusieurs reprises, il aurait comme essayé délibérément de se faire pogner, mais il s'était pas fait pogner. En allant devant des bureaux de la SQ avec ses guns, genre « Venez me chercher! Je comprends pas. Je comprends pas. Cette défense est incompréhensible, autant à peu près que la couronne. Tout ce procès est incompréhensible, à mon avis. Je serais dans le jury, puis je serais comme on dirait un film de Christopher Nolan, ça fait aucun sens! Mon Dieu, mais est-ce qu'on est dans Tenet? Alors, pour prouver l'aliénation mentale et la possession de puissances maléfiques qui habitaient Denis Lortie, la défense va faire témoigner un pléthore de psychiatres. Ah. La première personne à témoigner est un sociolinguiste du nom de Claude Tousignan. Sa tâche, pas mal pépère, était d'analyser la confession écrite de Lortie rédigée après son arrestation le 8 mai. Et Tousignan conclut que Lortie a été dirigé dans sa confession. Il dit qu'il décèle dans le texte de la confession des traces qui prouvent que Lortie aurait arrêté d'écrire pour répondre à des questions à mi-confession et rediriger sa confession à l'écrit. Hein? Mais quelles sont ces traces? Ouais. Et on le sait pas. Ah, ok. Voilà. La réponse à tout cela est on le sait pas. Ok, à l'UQAM, ça passe pas ça dans un travail. Fait que lui, il lisait ça, puis il disait, ok, au début, ça a l'air d'être naturel, puis il y a un beau flow, puis à un moment donné, on dirait qu'il y a comme une rupture, puis qu'il y a comme quelqu'un qui l'a dirigé dans son témoignage. Je sais pas comment. C'est comme quand un rapper arrive au milieu d'une toune. Genre. Oui, c'est ça, exactement. Il y avait un caméo. Ensuite vient témoigner un témoin surprise que tu vas beaucoup aimer. L'honorable psychiatre Pierre Mailloux. Oh, qu'est-ce qu'il est honorable, lui! Aussi connu sous le sobriquet de Doc Mailloux. Oh, honorable Doc Mailloux! Alors, l'honorable Doc Mailloux n'était pas alors la figure excentrique qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, je ne répéterai pas les propos. Non. Alors, il était un psychiatre d'une grande crédibilité, apparemment. Et il est venu témoigner au procès du caporal Lortie pour affirmer que Lortie était schizophrène. Il a affirmé ça. Là, on est 8 mois après la fusillade. Et maintenant, on est surpris qu'il ait viré de même, le Doc Mailloux. Attends, parce que regarde, il dit là, que 8 mois après la fusillade, il est capable de poser ce diagnostic-là, mais qu'il le savait, en fait, dès sa première rencontre avec Lortie. Il savait, dès la première rencontre, que Lortie n'avait pas, et je cite, le contrôle de son esprit. Et là, le Doc Mailloux fonde son diagnostic sur 2 entrevues qu'il a fait avec Lortie, l'écoute des 3 enregistrements audio dont on a déjà parlé et le visionnement des enregistrements dans le Salon Bleu, fait que la fusillade. Fait qu'il a parlé avec Lortie, c'était pas longtemps après la fusillade, puis après ça, comme 6 mois plus tard. Pendant peut-être 1 heure à chaque fois. Puis c'est là-dessus qu'il a basé son diagnostic de schizophrénie. Ça s'est passé, monsieur. Ça, en d'autres mots, j'appelle ça des preuves solides, avec beaucoup d'ironie. Vraiment solide, genre tu pourrais te bâtir une maison là-dessus. C'est solide comme s'asseoir sur une boîte en carton vide. Seigneur. Bon. Le Doc Mailloux raconte que lors de leur première entrevue, Lortie a dit qu'il était en communication directe avec Dieu et lui a aussi confié que, lorsqu'il était petit, son père le battait. 2 choses qui n'ont rien à voir avec la schizophrénie. Non, mais... Il n'y a pas de mais, c'est non. Non, tourne chez vous. Juste, OK. T'sais. Là, dans les journaux, ils ont beaucoup parlé de ça. Apparemment... Effectivement, Lortie avait eu une enfance assez terrible, puis il était victime de sévices corporels de la part de son père. Son père le battait beaucoup,
Il venait pas d'un milieu familial très enrichissant et épanouissant. Et c'est peut-être pour ça, on sait pas, qu'il y avait des problèmes de dentition puis qu'il y avait un dentier quand il avait juste 25 ans. Oh. Oh. Excusez, je suis triste. Non, je sais, c'est pas le fun. Fait que, ils ont parlé de ça, puis là, tout le monde était comme « Ah, pauvre petit pou », mais en même temps, c'est un schizophrène, parce que le Doc Mayou y a parlé 2 fois. C'était... J'ai l'impression qu'à cette époque-là, la schizophrénie avait le dos large. C'était... Très large. Vraiment, vraiment large, oui. Je veux dire, c'est pas parce que t'es atteint de troubles de santé mentale que tu vas faire des choses terribles, c'est... Non, c'est pas parce que tu te fais battre par le monde que tu vas nécessairement devenir schizophrène non plus, là. En tout cas, il y a rien qui a rapport là-dedans. En tout cas, ensuite, il y a un deuxième psychiatre qui est venu témoigner, le docteur Louis Roy, et il a dit, lui, que Lortie n'était pas schizophrène, mais souffrait d'un délire paranoïde, ça c'est une citation, axé sur le gouvernement québécois. Pourtant, le docteur Roy affirme, là, moi, là, parce que je suis pas psychiatre, là, il dit que c'est ça, il y avait un délire paranoïde, mais que Lortie n'avait pas perdu tout contact avec la réalité, d'où le fait qu'il avait semblé totalement normal à tous ceux qui l'avaient côtoyé dans les journées précédant le crime. Ok, là, guys, lisez vos notes puis entendez-vous, là. Fait il est schizophrène, fait qu'il est plus en contact avec la réalité par moment, mais en même temps, il est en délire, mais il est capable de faire semblant qu'il est pas en délire. Ça fait aucun sens, là. Non. Puis il me semble, en fait, là, que le témoignage du docteur Roy, ça supporte la thèse de la couronne, comme quoi c'était un truc prémédité puis qu'il était en pleine possession de ses moyens, là, quand il a fait ça. Ouais, ça fait pas de sens. Je comprends rien pantoute. Il y a un troisième psychiatre qui s'appelle le docteur Guy Tremblay qui vient renforcer tous ces témoignages-là. J'ai pas réussi à trouver celui qui avait posé un autre diagnostic. Pourquoi pas, tu sais. Et là, après, tous les psychiatres de la défense, les psychiatres de la couronne ont rappliqué en venant contredire tout ce que la défense avait essayé de démontrer. Selon eux, Lortie souffrait de... Mais là, les psychiatres de la couronne disent que Lortie souffre simplement de troubles psychologiques, entre guillemets, et, ok, citation, présentait un symptôme dépressif normal. Mais je suis pas sûre que faire une fusillade, c'est un symptôme dépressif normal. Nope. Fait que, qui a raison? Qui est le monstre et qui est l'humain, comme qui dirait dans Le Bossu de Notre-Dame? On le sait pas. Et là, au total, la couronne et la défense font comparaître 53 témoins et le procès se conclut au début février. Ça dure environ 1 mois. Au terme du procès, le juge Yvan Mignot instruit les jurés pendant 3 jours entiers avant de les envoyer délibérer. Oh boy. Pauvre jury. L'affaire se discute beaucoup dans la sphère publique pendant tout ce temps-là. Par exemple, il y a, à un moment donné, un homme qui s'est pointé au procès, il a enlevé son chandail, puis là, sur sa bédaine, c'était écrit « Bravo, Denis! » Puis là, ça a comme bien fait jaser. Monsieur, c'est pas un match de hockey! Non. Mais il y a aussi un expert psychiatrique de la couronne qui a déclaré que le geste de Denis Lortie ne pouvait pas être qualifié de délirant parce que des centaines d'auditeurs de la station CFCF à Montréal avaient appelé en ondes pour approuver son geste. The crowd says no! C'est correct! La sphère publique est en train de contaminer les procédures juridiques, là. C'est comme... Ils ont utilisé comme une ligne ouverte à la radio comme preuve. En tout cas... Ils servent même pas des lignes ouvertes pour faire des décisions au hockey, là. Comme, calmez-vous, là! Hey! Franchement! J'ai appelé ma mère, puis ma mère, elle a dit que t'étais un écœurant, fait que c'est ça. Fait que il est coupable. Fait que le 14 février, le verdict tombe. Veux-tu deviner le verdict? Non coupable? Coupable. J'étais pleine d'espoir. Il est coupable de 3 meurtres, homicide au premier degré, et 9 tentatives de meurtre. C'est la prison à vie qui attend Denis Lortie. Au terme du procès, le juge Yvan Mignot décrit le travail qu'il considère bâclé des avocats de la défense, Maître Royer et Maître Fortier. Ben voyons donc! Lui, il dit que la défense de Denis Lortie se limitait aux témoignages de psychiatres et d'un sociolinguiste dont les témoignages n'avaient aucun sens. En effet. C'est le juge qui dit ça. Et sur des oui-dire de ces soi-disant experts qui n'étaient corroborés par aucun fait véritable. Fait que le juge Yvan Mignot, là, il aspire de quelque chose de rare dans son allocution de fermeture. Vous êtes une gang de crapets. Suite à cela, les 2 avocats de Denis Lortie vont porter la cause en appel et ils vont aussi intenter des poursuites judiciaires contre le juge Yvan Mignot pour diffamation et atteinte à leur réputation parce que le juge les a basically traités de tweets. Oh my god!
Les avocats soutiennent que les paroles du juge, qui ont été prononcées dans une des plus grandes salles du palais de justice devant une foule de curieux, de juristes et de journalistes, ont exposé ceux qu'ils visaient à de la haine, au mépris et au ridicule de leurs confrères, de leurs clients, de leur entourage et du public en général, entachant à tout jamais leur réputation. C'est une citation. Il faisait sa job! Ça arrive que les juges se prononcent contre les avocats, puis ça arrive souvent même, surtout quand les avocats ont fait une job de schneid. Ouais, mais eux autres, ils trouvaient que c'était bitch, OK? Fait que là, la poursuite est tentée par Maître André Royer et Maître François Fortier était d'une somme de 500 000 $ pour diffamation, et la cause s'est terminée de manière abrupte le 27 mars 1985, soit environ 2 semaines après le début des procédures de ce procès-là, parce que des politicailleries. En effet, le juge, qui balisait cette nouvelle cause, a interdit aux avocats de la défense de questionner les requérants quant à leur capacité professionnelle. Parce que c'était comme une question de diffamation, puis là, le juge a dit que les avocats n'avaient pas le droit de questionner les gens pour comprendre c'était quoi leurs credentials, puis déterminer si c'était vraiment des experts qui étaient crédibles ou non. Fait qu'à cause de ça, le procès s'est arrêté. Ben voyons donc! Mais quelle gang de gnochons! Ils se sont fait proposer de présenter à la place une défense écrite, et je cite, sur l'immunité du juge dans l'exercice de ses fonctions. Fin de la citation. Fait que, au lieu de questionner les gens pour savoir si c'est vraiment des experts crédibles ou si on avait le droit de les bâcher ou non, là, ils vont plus se questionner sur les libertés du juge dans l'exercice de ses fonctions. Et selon Le Soleil, la cause ne serait pas attendue avant une autre année parce qu'elle devait sans doute aller jusqu'à la Cour suprême pour faire jurisprudence. C'est quand même assez gros comme cas. Ouais. T'sais, après tout, il est question de baliser les responsabilités puis les libertés d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et dans une affaire criminelle. Mais finalement, la Cour d'appel a tranché. Elle a interdit aux avocats de l'Ortie de réclamer des dommages et intérêts à Yvan Mignot. Puis ça s'est terminé comme ça. Fait que finalement, ils ont dit il y avait le droit de vous bâcher. Laissez-les vivre. Vous le méritez. Mais je veux dire, le juge, il a fait ça en cours en plus. Là. Je veux dire, il a pas appelé une ligne ouverte pour dire ces deux avocats-là, maudits gnochons, là. Comme ça. Oh my god, quel tweet! Alors, les avocats, Maître Royer et Maître Fortier, ils ont fait ce que les avocats font de mieux. Ils ont porté la cause en appel. Ben oui. Puis là, il était déjà en cours d'appel. Fait que là, il était rendu devant la Cour suprême. Oh boy. Et là, j'ai perdu la trace du procès. Alors, j'imagine que la Cour suprême leur a aussi donné tort aux avocats de Denis Lortie. Sinon, ça aurait probablement été très médiatisé comme histoire. Par contre, j'ai déniché un autre procès vraiment ludique que je me permets de vous raconter pour faire une petite parenthèse amusante avant qu'on reprenne avec les procès de Denis Lortie. En novembre 1993, le juge Yvan Mignot s'est retrouvé de l'autre côté de la cour parce qu'il était accusé de vol à l'étalage. Mais voyons donc! Il était accusé d'avoir volé 2 désodorisants, 2 paquets de lames de rasoir, un tube de dentifrice et un peigne dans une pharmacie de Montmagny en mars 1993. Ben voyons donc! Sa défense a plaidé... Oui. Un juge, en plus, ça t'a un salaire, là... Non, mais attends, il y avait une très bonne défense. Ah, OK. Sa défense a plaidé un état de confusion généré par une grosse grippe d'homme et la prise de médicaments contre la grippe. Une grosse grippe d'homme, j'avoue, c'est une bonne excuse. Qu'est-ce que tu penses qu'a été l'issue de ce procès? J'ai plus d'espoir en l'humanité. Non coupable. Il y avait une grosse grippe. Pauvre monsieur. Exactement. Il a été acquitté en février 1994. Le président du tribunal a reconnu son état de confusion aiguë créé par la prise de médicaments contre la grippe. Comme quoi, ça fesse vraiment le bénilin. Ça fesse une grippe d'homme, mesdames et messieurs. Ben là, on va juste mettre nos auditoristes en garde, là. Faites pas ça. Oui, attention. Sortez pas de chez vous si vous prenez du bénilin. Vous pourriez faire des vols à l'étalage. Hey! Hein? C'est un coup, là, que vous rentrez dans un cartel sans vous en rendre compte. Il était pas spécifié que c'était du bénilin, par exemple. Ça aurait pu être du Robitussin ou un autre. Ben voyons donc, mais quel niaisage! C'est comme un tweet, hein? Fait que, bon, voilà, de retour à Denis Lortie. Là, ses avocats avaient porté la cause en appel. Et ça va causer des délais pour son second procès. Parce qu'il avait été reconnu coupable pour les 3 meurtres, les 3 homicides au premier degré. Puis là, il a été censé avoir un deuxième procès pour les 9 tentatives de meurtre à l'égard des gens qui ont été blessés pendant la fusillade. Mais là, finalement, la Cour d'appel a tranché le 19 septembre 1986. Denis Lortie va devoir subir un nouveau procès, le premier procès avec le premier verdict de culpabilité pour les 3 chefs d'accusation d'homicide volontaire. C'était pas valide. Il va falloir qu'il y ait un deuxième procès. Dans son jugement de 25 pages, la Cour d'appel juge que Lortie n'a pas subi un procès équitable la première fois
Et ça, c'est basé sur 3 motifs. D'abord, dans ses instructions, le juge a donné des instructions incomplètes et erronées à l'égard des témoignages des psychiatres. Ouais, mais il avait pris du Benylin. Il a instruit le jury pendant 3 jours. Et en plus, il était high sur le Benylin. Non, mais, tu sais, c'est parce qu'il aurait peut-être instruit les jurys... On le sait pas, tu sais, ce qu'il a dit, mais il a parlé pendant 3 jours au jury pour leur donner les instructions. Il a peut-être dit qu'il fallait qu'ils prennent ça avec un grain de sel, là, les témoignages des psychiatres. Oh boy! C'est possible, tu sais. Deuxième raison pour laquelle Lortie n'avait pas eu un procès juste, les instructions étaient aussi incomplètes et erronées quant à la notion de préméditation qui, elle, était clé. Donc, le juge aurait mal expliqué ça au jury. Et finalement, les instructions étaient déficientes à l'égard des verdicts possibles. Parce qu'il y aurait eu plusieurs verdicts possibles. Il aurait pu le trouver coupable d'homicide involontaire à la place. Ben, oui. Mais non, le juge, il avait fait une ligne de réactine, puis... Le procès numéro 2 doit se dérouler au début de l'année 1987, mais le projet sera rapidement avorté parce que Denis Lortie plaide coupable aux 3 accusations de meurtre qui pesaient contre lui. Cependant, puisqu'il plaide coupable, une libération conditionnelle pourra lui être accordée après un temps de prison minimal, et il y a des représentations sur sentence. Fait que là, il est devant la cour d'appel cette fois-ci. Il n'était pas nécessairement question qu'il y ait un procès devant le jury, c'est plus comme un procès devant les juges de la cour d'appel qui vont déterminer d'une nouvelle sentence, blabla. Et là, contre toute attente, le 6 février 1987, le plaidoyer de Lortie est refusé par le juge Jacques Duclos. Fait que Lortie essaie de plaider coupable puis de se sauver d'un deuxième procès. Il est pas capable. Ducros, pardon. Le juge Ducros prétexte que Lortie devrait pas faire ça parce qu'il aurait la possibilité de plaider l'aliénation mentale et de se faire acquitter. Mais... Et surtout parce que les chefs d'accusation sont comme trop sévères, puis qu'en fait, ça devrait être un procès pour 3 chefs d'accusation d'homicide au second degré. Donc, sans préméditation, sans délibération. OK, mais ça, c'est pas à l'accusé de décider ça. Non, effectivement. Là, c'est le juge qui refuse son plaidoyer, puis c'est pour ça. Il dit, il va y avoir un 3e procès, sauf qu'on va pas te faire un procès sur les mêmes chefs d'accusation, puis tu vas avoir le droit de plaider l'aliénation mentale. Parce que lui aussi a apparemment vu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans toute cette histoire-là. Alors, le 3e procès est ordonné et va se tenir au printemps 1987, puis le 2e a été avorté complètement. Là. C'est plus un 2e procès, c'est un 3e parce que c'est plus les mêmes chefs d'accusation. Okay. Cette fois-ci, la formule et les chefs d'accusation sont différents. Meurtre au second degré au lieu du premier degré, ce qui retire la préméditation, comme je l'ai dit, et le fait de faire une action délibérée. Et ça limite aussi, en soi, la possibilité de responsabilité de Lortie. Fait que là, il faut voir s'il était comme à responsabilité amoindrie. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, comme son niveau de responsabilité dans la responsabilité moindre, je sais pas. Oui, c'est ça, responsabilité moindre. Fait que la formule du procès semble aussi différente. Comme j'ai dit, il ne semble pas s'agir d'un procès devant le jury, mais seulement devant un juge de la Cour suprême qui va trancher. Lortie va plaider coupable au chef d'accusation, encore une fois, et il plaide coupable au chef d'accusation à responsabilité moindre, c'est ça, et le juge Gaston Desjardins va rendre son verdict le 11 mai 1987. Est-ce que tu veux deviner son verdict? Coupable? Oui. Lortie est trouvé coupable de meurtre au second degré, donc sans préméditation. Il est condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, mais ça inclut le temps déjà passé en prison depuis son incarcération initiale en 1984. Parfait. Donc, il lui resterait 7 ans de prison à faire. OK. Dans son jugement de 53 pages, le juge Desjardins va élaborer sur la notion de santé mentale. Ah! Il y a comme personne qui avait parlé de ça, là! Ouais, on a parlé de la schizophrénie puis de la paranoïa puis toutes ces affaires-là, mais bon. Apparemment, Lortie avait été trouvé, et je cite, « sain d'esprit », fin de la citation, en vertu de l'article 16 du Code criminel qui traite d'aliénation mentale. Et pour cette raison, ses avocats pensaient porter le verdict en appel, tu sais, mais là, le juge, il n'est pas nécessairement d'accord que Lortie était sain d'esprit. Il dit que Lortie était, et je cite, « un bel exemple de responsabilité diminuée » et ne souffrait pas, contrairement à ce que présentaient ses avocats, d'une maladie mentale mystérieuse et non reconnue en vertu du droit canadien. Il dit « Lortie doit maintenant subir les peines prévues au Code criminel, sinon il jouirait d'une discrimination en sa faveur. » C'est ça sa conclusion. C'est vrai qu'un problème de santé mentale n'excuse pas des gestes posés. Non, ça les explique, mais ça ne les excuse pas. C'est ça. C'est pas mal ça qu'il dit, parce que ses avocats avaient l'air de dire que Denis Lortie avait une maladie mentale mystérieuse que personne n'était capable de diagnostiquer, qu'on savait pas trop c'était quoi. Le juge dit, il a été déterminé comme sain d'esprit, en gros guillemets, donc il comprenait ce qu'il faisait, mais
sa responsabilité dans l'acte était moindre parce qu'effectivement, il y a des troubles psychologiques. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait une peine à ça parce qu'il peut pas y avoir de la discrimination puis on peut pas lui éviter complètement une peine de prison sous prétexte qu'il est malade. Il faut qu'il subisse, tu sais, les conséquences de ses actions. Mais il devrait pas y avoir un autre procès parce qu'il y a une maladie mentale qu'on comprend pas c'est quoi. Non, c'est ça, je veux dire. Puis moi, je m'excuse, ça sonne pas comme de la schizophrénie, là, ça sonne comme une dépression très grave. Est-ce que ça sonne comme un délire paranoïde? Non, ça comme avait sonne... dit le deuxième psychiatre. Non, ça sonne comme une dépression très grave. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui arrive pas à avoir de solution, là. Ouais, effectivement. Alors, le procès étant enfin terminé, c'est là, en 1987, que l'interdiction de publication sur les enregistrements de l'Assemblée nationale va enfin être levée, et Radio-Canada a pu, comme bien d'autres, les diffuser. Des extraits sont encore à ce jour disponibles sur Internet. Si ça vous intéresse, d'aller regarder ça. Mais est-ce qu'on voit les gens être blessés? Non. Ok. Non, on voit... Parce que c'est ça, la caméra était pointée vers le siège de l'Assemblée nationale, là, donc on voit Denis Lortie qui est assis dans le siège avec sa carabine, il tire des balles. Mais là, à ce moment-là, il avait déjà fait toutes ses victimes. Là. Il tire des balles vers la caméra, il tire des balles vers la chaise à René Lévesque, puis, tu sais, il y a personne. Là. Okay. On voit René Jalbert. Je vous avertis, la qualité audio puis la qualité visuelle, c'est terrible, c'est exécrable. C'est vraiment difficile d'entendre ce qui se passe. Il y a des versions qui existent avec des sous-titres. Il avait sûrement acheté ça chez CIR, l'Assemblée nationale, leur caméra. Fait que c'est vraiment dur de comprendre ce qui se passe. Puis, il y a la bonne chose là-dedans, c'est que justement... il y a plusieurs places où tu peux entendre plusieurs extraits. Fait que moi, ça m'a permis de comme retracer ce qui était arrivé puis ce dont il avait parlé. Parce qu'il y a des vidéos qui permettent le closed captioning puis il y en a d'autres qui n'ont pas de sous-titres. Puis tu comprends juste rien parce qu'il marmonne, là, Denis Lortie. Là, puis mais il a plus son dentier. Des fois, il crie, mais il prononce mal. Puis il a pitché son dentier dans l'Assemblée nationale puis on ne comprend pas ce qui se passe. Bon. Conclusion. En juin 1996, Denis Lortie a droit à la libération conditionnelle. De nos jours, il est sorti de prison et il a réintégré la vie civile. Il avait été, en 1985, expulsé de l'armée, alors on sait pas trop ce qu'il est devenu par la suite. Il a vraisemblablement repris une vie normale, et j'espère qu'il est suivi pour ses enjeux de santé mentale, qu'il a reçu de l'aide, et qu'il va mieux. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la fusillade à l'Assemblée nationale par le caporal Denis Lortie. Oh, wow! Fait que moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus d'articles sur mais où est-il aujourd'hui? Nous devrions le surveiller! » Mais en même temps, moi, je pense qu'il a comme purgé sa peine puis il mérite de comme... Oui. J'espère par contre que oui, il y a un suivi qui se fait auprès de lui pour la santé mentale, c'est super important. Ouais. Mm-hmm. Mais je pense que quand t'as purgé ta peine, t'as le droit de disparaître. Puis tu sais, on pourrait se dire que... Tu sais, j'ai parlé de Benoît Gay, le violeur de la Couronne Nord. Oui. Lui, il est sorti de prison comme en 2017, mais il y a plein d'articles qui sont sortis sur lui parce que, justement, il a eu des problèmes pendant sa libération conditionnelle, puis là, il brisait les conditions, puis il retournait en prison, puis blablabla. S'il n'y a pas eu d'autres articles qui sont sortis là-dessus, à mon avis, Denis Lortie, il n'y a pas eu d'autres problèmes avec la loi depuis. Ça doit être qu'il suit ses conditions, puis... Oui. Puis moi, j'ai pas fouillé, parce que je suis une très bonne détective, vous le savez tous et toutes, mais j'ai pas fouillé plus qu'il faut, parce que j'ai découvert certaines choses sur Denis Lortie, ce qui est devenu aujourd'hui, mais je veux pas vous les dire, parce que j'ai l'impression qu'il mérite peut-être d'avoir la paix, ce monsieur-là. Non, c'est ce que je me dis des fois aussi quand... c'est ça. Comme dans le cas de Marion, que j'avais perdu la trace de Michel de Varenne, mais je me suis dit, il a purgé sa peine, puis il a pas l'air d'avoir repris contact avec son comparse, fait que on peut le laisser tranquille. Il y a du monde qui mérite pas d'avoir la paix, comme la madame qui renaît mourir en conscience. Ouais, elle, j'en ai parlé de ce qu'elle était devenue. Je l'avais trouvée sur Facebook, j'avais trouvé sa fille, puis tout le monde qui avait des faux noms en espagnol, puis tout, là. La maudite Serena. Fait que c'est ça. Il y a du monde qui, je pense, que ne mérite pas, n'ont plus nécessairement ce privilège-là d'avoir la paix, puis que, regarde, si je trouve des affaires sur retour, je peux vous dire, là, c'est tout comme l'ordre du public. Vincent Lacroix aussi, qui est retourné en maison de transition, fait que... Ben oui, en maison de transition, juste à côté de chez nous, dans Saint-Henri! Fait que... Wow! Allô, Vincent! Allô, qu'est-ce que t'as fait cette fois-là, maudit schnappant? Hey! Ben, c'était une chicane avec un voisin, apparemment. J'ai pas compris c'était sur quoi qu'il s'était chicané, mais c'était une chicane avec un voisin. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que, je sais certaines choses sur des rumeurs plus que j'ai entendues, sur ce que Denis Lortie est devenu, je vous dirai pas où est-ce qu'il travaille, puis qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'il vit, parce que, justement, je pense qu'il peut avoir la paix. Et c'est ce qui termine cette histoire de fusillade qui, à mon avis, était comme un 50 Shades of Denis Lortie. C'était très gris comme histoire. Non, mais moi, je pensais vraiment à...
Oui, c'était très gris. Puis, tu sais, lire ça me faisait penser à... Parce que moi, je trouve ça intéressant, ces sujets-là. Moi, j'ai travaillé à Dawson College, fait que, tu sais, je me suis renseignée un peu sur ce qui s'est passé en 2006, quand il y a la fusillade et tout. On est vraiment loin de Kim Vergil. Oui. C'est pas du tout ce genre de fusillade-là. Là. Denis Lortie, il faisait pitié. Non, c'est vraiment un cas de santé mentale puis de nécessité d'offrir de l'aide pour les personnes qui en ont besoin. En effet. Fait qu'on a essayé de vous amener ça, comme d'habitude, avec notre humanité qui fait que vous nous aimez. Non, mais vous êtes plusieurs à nous avoir écrit pour nous dire « Oh, merci d'avoir, tu sais, de parler de ces affaires-là avec une sensibilité et tout. » Écoute, j'étais pas pour arriver puis dire « Ok, Denis Lortie est un craqué mental » parce que j'ai pas l'impression que c'est ça, là. Non, c'est... Non. Puis moi, je suis pas... excusez-moi, là, je ne m'appelle pas Pierre Mailloux puis je ne suis pas du tout... j'allais dire amabilité à faire ça, mais c'est pas ça le mot, mais en tout cas, habilité. Je suis pas du tout... Ah oui, j'ai beaucoup d'amabilité, mais non. T'as beaucoup d'amabilité, par exemple, je peux te confirmer. Mais je ne suis pas habilitée, effectivement, à poser des diagnostics sur la santé mentale des gens. Fait que moi, je vous ai raconté les faits, puis moi, je vous ai dit mon humble opinion, qui est que, oh mon Dieu, ça fait pitié, cette histoire-là. Et vous avez bien le droit de penser ce que vous voulez là-dessus. C'est votre opinion, voilà. C'est correct. Donc voilà, c'était mon histoire qui a remplacé Raël. Fuck you, OneDrive. Et fuck you, OneDrive, en effet. Mais qui a perdu mon script de rêve. Ciboire. Mais merci, Catherine, quand même, pour cette histoire qui était vraiment super intéressante, puis que t'as quand même réussi à me surprendre, même si tu me l'avais déjà partie à Québec. Ah! Avoue, j'ai trouvé beaucoup plus de détails, là. Ouais, mais que tu me dis que c'est ce que tu préparais au début pour le festival, puis là, je me rends compte que ça fait 1h30 qu'on enregistre, puis je me dis, si, boire, t'aurais parlé vite! Non, mais c'est parce que, c'est ça, à un moment donné, j'ai réalisé que, écoute, c'était pas une histoire qui se comptait en 20 minutes, à moins de dire, il a eu un premier procès, les psychiatres ont dit qu'il était fou, le juge a dit que les psychiatres étaient incompétents, il a essayé d'avoir un deuxième procès et de plaider coupable, le juge a dit non. Tu sais, à moins de faire des gros raccourcis, c'était pas vraiment question de raconter cette histoire-là en 20 minutes. Non. Puis je trouvais que, justement, parce qu'on parle d'aliénation mentale et tout, là, la glace est mince, là, OK? Faut pas dire n'importe quoi, là. Puis ça valait la peine de déplier ça. Ouais, non, je pense que c'est un cas qu'on pouvait pas prendre des raccourcis, il fallait qu'on prenne le temps d'exposer les différentes nuances puis de montrer qu'il y avait beaucoup de ramifications derrière ça, comme dirait notre cher Patrick Bissonnette. Puis je vous avertis, là, je t'avertis, Babine. Non, mais tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent de cette fusillade-là, parlent aussi de Valérie Fabricante, le professeur de Concordia University qui a tué quelques-uns de ses collègues. Il est très possible aussi que je fasse ce cas-là éventuellement. Je suis pas sûre que je vais m'attaquer à Polytechnique, parce que les féminicides, ça me fait bien de la peine. C'est très difficile. C'est ça, c'est une autre game, mais je vous avertis, si vous avez trouvé ça intéressant, il est très possible que je fasse Valérie Fabricante bientôt, parce que moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant comme recherche. C'est des situations très tristes, très nuancées, puis les psychiatres racontent n'importe quoi dans les journaux. C'est surtout quand c'est Doc Mayou. Hey, le psychiatre de la Couronne qui a dit, ben, il est pas fou. Il y a du monde qui a appelé à la radio dans une ligne ouverte pour dire qu'il encourageait ce qu'il avait fait. Excuse-moi, là, tous les gens qui ont appelé dans la ligne ouverte sont peut-être fous. Ouais, c'est pas un argument qui fonctionne. C'est n'importe quoi. On a fait un sondage. Sondage léger, débile léger. Apparemment, il y a au moins 300-400 personnes qui trouvent que c'est correct, fait que, ben, probablement qu'il est pas fou. Ben oui, non, ça, c'est cet argument-là. On a fait un sondage. Non, c'est pas de même que ça marche. C'était tout un procès de guignol, cette histoire-là. Là. Ouf, c'était de quoi? Un kangaroo court. Oui, ben, je voudrais remercier encore une fois ma mère de m'avoir conseillé ça. Écoute, c'était bien moins déprimant que l'histoire d'Alexandre Livernoche. C'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'espère que vous aussi, à la maison, ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, si vous aimez ça et que vous voulez suivre ce qu'on fait et que vous voulez vous tenir au courant de notre prochaine offrande, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime et sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez nous suggérer des cas, des cafés, etc. Non, restez chez vous. Écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez même juste des fois interagir avec nous. Si vous voulez juste nous dire « J'ai aimé ça, cet épisode-là, c'était vraiment chill », vous pouvez nous écrire aussi. Ça met toujours un peu de soleil dans notre journée. Et avec la température qu'il fait ces temps-ci, c'est le fun d'avoir du soleil dans notre journée. Hey, il fait -16. Aujourd'hui, c'est très frais. C'est très frais. Il fait -16 selon mon ordi, mais ça n'arrête pas d'augmenter parce que tantôt, il faisait comme -23. Ouais. Je sais pas trop. Le soleil, il est plus fort. C'est les grands froids, puis les gens qui croient pas à ça, les réchauffements climatiques, là, j'aimerais ça qu'ils aillent prendre une marche.
mais pas de Canada Goose. Interdit le Canada Goose. Tu crois pas au changement climatique? Pas de Canada. Tu peux pas t'habiller comme il faut. Mais même avec un Canada Goose, je suis sûre que t'aurais frette. Ben, moi, j'ai pris des marches les derniers jours, là, puis honnêtement, ma face, ça avait de la misère. moi aussi, mon bout de nez, je pensais qu'il était parti prendre une marche sans moi. Ben oui. Puis il y a du monde qui me disait comme, ben là, va prendre une marche avec ton masque, tu vas voir qu'avec un masque, ça la garde au chaud. Puis je suis comme, ouais, mais ça devient tout humide, puis ta face est dégueulasse. Pourquoi tu ferais ça? Puis là, t'as comme des gouttelettes dans tes cils puis dans tes cheveux, puis là, ça fait des cristaux. C'est pas mieux. C'est vraiment pas le fun. Il fait très... Tout ça pour dire qu'il fait fret. C'est notre rent sur la météo. C'est Montréal moins 40 de Malajube, c'est ça qu'on vit. Et voilà. Mais voilà. ici, aussi, vous aimeriez nous avoir avec vous dans votre journée au quotidien, vous pouvez vous rendre sur la boutique Etsy de Un peu de crime. Je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. J'étais comme, depuis quand on loue nos services? Écoutez, dans la vie, tout se négocie. Effectivement. Alors, si vous voulez de la merch de Un peu de crime, vous pouvez vous rendre sur notre boutique Etsy où on vous offre des tasses et peut-être d'autres matériels rendus là. Je sais pas, l'épisode, il va passer dans longtemps, les choses, ça bouge. Ça se peut qu'on vende plus de tasses parce qu'on va le répéter encore. Post Canada arrête pas de casser nos tasses. On va le répéter jusqu'à temps qu'ils nous envoient un cease and desist letter parce que c'est vrai qu'ils l'ont fait. On va trouver une solution où on va aller les porter nous-mêmes chez vous, on sait pas. Écoute, j'ai plus mon texte de Raël, mais j'ai encore mes lettres de plainte à Radio-Can. Voyons, à Radio-Can. À Post Canada. J'ai pas fait de plainte à Radio-Can, j'ai juste fait une plainte à Post Canada. Mais je les ai encore, fait qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, on a les preuves. Haha! Et on a les photos, fait que comme, on a des receipts. On a plein de photos Post Canada, comme Athos. On a des receipts, mais si vous voulez quand même des produits un peu de crime, il va y en avoir sur Etsy. On sait juste pas encore ça va être lesquels, mais faites-nous confiance. On s'excuse pour les tasses cassées. On s'excuse. Pas de notre faute. C'est vraiment pas on fait pas exprès. Non, c'est ça. Alors, c'est disponible sur Etsy. Bon, et, excusez, j'arrête de t'interrompre. C'est correct. Pour les gens qui n'aiment pas District 31 ou qui savent juste pas c'est quoi, parce que on a des gens qui nous écoutent en France et en Suisse et en Belgique, mais qui nous écrivent quand même « Je sais pas c'est quoi District 31, ça a l'air complètement malade! » Mais, mon Dieu, comment décrire District 31? Comment décrire District 31? C'est la comédie humaine. C'est comme... J'ai pas d'équivalent. Non, c'est... Je n'ai vraiment pas, j'allais dire, c'est comme CSI, mais tweet. C'est comme si... C'est même pas ça. C'est comme si quelqu'un qui travaillait pour The Office était rentré dans quelqu'un qui avait des scénarios de CSI dans ses mains. Puis là, il avait essayé de rapidement refaire leurs piles chacun, mais qui s'était ramassé avec des piles de l'autre. Ça fait-tu ça? Puis la personne qui a supervisé tout ça écrivait 24 dans le temps. Exactement. C'est à peu près autant sensationnaliste et irréaliste que 24. Là. Alors, c'est tout un mix explosif, nos chers auditoristes du reste de la francophonie. 24 heures chrono. 24 heures chrono. Alors si... Avec Jack Bauer. Alors si District 31, ça vous intéresse pas, je vous dis à dans 2 semaines avec notre prochain épisode complètement fou de Un peu de crime dans ton café. Et si toi tu aimes ça, District 31, ben reste avec nous, tu vas être servi parce qu'on va te conter un plotline avec le moins de contexte possible. Alright, partner, j'ai un sujet pas pire explosif pour toi, là. Oh ouais, c'est quoi? Fait que là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Éric Major. Mon Dieu. Qui s'en vient au district pour faire une plainte contre l'armée canadienne. Oh boy! Hey, that's it, un tall order. Comme ma plainte à Post Canada. Parce que comme Post Canada, l'armée canadienne, ils ont fait exploser sa mère, mais comme nous, Post Canada, ils ont fait exploser nos tasses. Fait que l'armée canadienne, ils ont fait exploser sa mère. Ben voyons donc, dans quel contexte? Fait que là, justement, Éric Major dit « L'armée canadienne, elle a fait sauter ma mère. » Alors Bruno, qui prend toujours tout au sérieux, de répondre « Sauter dans une poêle avec des petites pétates? » Ben voyons donc. Et Stéphane Pouliot, qui prend les choses encore plus au sérieux, de répondre « Non, ils l'ont mis dans la machine à popcorn puis ils l'ont fait popper. » Ben voyons donc! Fallait que j'imite la prononciation de Poupou. Elle valait le détour. La machine à popcorn? Oui, la machine à popcorn, puis ils l'ont fait popper. Je savais pas que Poupou était anglophone. Surprise. C'est la machine à popcorn! Là, j'étais déçue, parce que moi, je t'aurais gagé ce que tu veux, que Poupou, il disait popcorn, mais non, apparemment, j'avais pas raison.
Fait que là, pendant que les gars se donnent des claques ses cuisses et trouvent ça bien drôle ce qui se passe dans la vie, et prennent au sérieux les choses terribles qui arrivent dans le Grand Montréal... On dirait, le monde, ils vont être super contents de ça. C'est finalement Noélie et Florence qui vont répondre à l'appel, parce que c'est les deux qui sont pas en train de rire pis de dire des niaiseries. Fait que... Oui. Alors là, le jeune homme de leur expliquer que quand sa mère est décédée, elle avait demandé à ce que son corps soit remis à la science, chose qu'ils ont faite en confiant son corps à l'UGM, parce que oui, dans le district 31, ce n'est pas l'UDM, c'est l'UGM, Université du Grand Montréal. Alors là, on commence à faire des recherches sur l'éthique avec les corps qui sont transférés pour la recherche. Et là, Poupou vient avec beaucoup de sérieux et dit « Hey, je pense que j'ai un lead ». Puis là, tout le monde est comme « Ah, qu'est-ce qu'il y a? » Puis il dit « Éric Major, l'armée, il y a un lien. » Là, tout le monde fait juste regarder de travers, puis là, ils s'en vont en riant. Puis je suis comme... À ma job, j'étais Poupou. Je faisais toujours des jeux de mots de poche, puis j'allais les rire toute seule dans un coin. Mais là, le lendemain, Éric Major, il retontit au district, puis il dit « Ah oui, j'ai une suite dans l'histoire de ma mère qui a sauté à cause de l'armée. » Puis là, cette fois-là, c'est Bruno, Babine, Noélie et Florence qui répondent. Ah, Babine est arrivé. Ouais, Babine, il est là. Puis là, le gars, il ouvre une boîte en carton, puis il sort une petite boîte avec les cendres de sa mère, puis il dit « Ben, c'est ma mère, je vous présente ma mère. » Puis là, Babine... Ben oui, on dort. Puis là, Babine, il rit tellement qu'il tombe à terre, puis il se roule sur le plancher. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'histoire d'emmener les cendres de sa mère? Alors là, il explique que dans le fond, il avait reçu un appel d'une personne qui s'était pas identifiée, qui avait dit « Écoutez, le corps de votre mère, il a été envoyé à l'armée, puis l'armée, ils l'ont fait sauter. » Mais là, le lendemain, l'UGM l'a appelé pour dire « Oui, donc on a terminé avec le corps de votre mère, voici les cendres, venez les chercher, elles sont à vous. » Mais qu'est-ce que c'est-il passé? Je savais pas que c'est de même ça marchait. Je pensais pas que tu pouvais récupérer les cendres quand t'avais légué le corps de quelqu'un à la science. Apparemment, quand... Ben, ce qu'ils disent dans District 31, donc on va prendre ça avec pas trop de sérieux, c'est que quand ils ont terminé de faire les tests, ils font incinérer le corps et ils le remettent à la famille. C'est ce qu'ils disent. OK. Alors, ils rencontrent la dame qui est en charge des prêts de corps et elle raconte que ce n'est pas elle. La bibliothèque des corps. Ouais, la bibliothèque de corps. Et elle raconte que, en fait, c'est pas elle qui s'en occupe parce qu'elle aime pas ça voir des corps et elle a un technicien. Alors, Noélie... Un technicien de bibliothèque de corps. Elle a un technicien, c'est lui qui fait les prélèvements. Okay. Et qui les achemine à la personne qui en a besoin. Et là, ils disent à la dame, et là, avec qui vous faites affaire? Puis la dame a dit, ben, c'est avec les professeurs de l'UGM quand ils en ont besoin pour faire de la recherche. Des fois, les étudiants qui font des recherches pour leur doctorat, etc. Là, ils disent, est-ce que parfois c'est l'armée canadienne? Puis elle dit, oh non, jamais, on prend pas les compagnies extérieures, c'est vraiment pour les besoins de l'UGM. Puis là, c'est là qu'ils apprennent qu'elle a un technicien. Fait que là, ils rencontrent le technicien, puis le technicien, il a rien vu, il sait pas de quoi qu'on parle, puis fuck all the way off, je sais pas de quoi vous parlez. Il est bien louche, lui. Puis, mais sur son téléphone, il y a plein d'appels avec la personne de la compagnie qui a pris le corps pour le faire sauter. Fait que Noélie puis Florence sont comme... Mais c'est quoi la compagnie? C'est l'armée? Ah, j'ai oublié de te dire le nom de la compagnie. Oui, il y avait une compagnie privée? C'est une compagnie privée qui fournit des armes pour l'armée, et la compagnie s'appelle Tactic Force. Ben voyons donc! Qui est le mix de 2 émissions jeunesse, Tactique et Air Force. Tactique dans laquelle Daxia jouait. Non! Alors... Je n'aime rien de cela! Alors là, entre-temps, ils ont un mandat de perquis, alors Babine et Poupou se rendent chez le gars pour faire une perquis. Pas un mandat de perquis. Un mandat de perquis. C'est pas si long que ça, dire perquisition, ouais, là. Mais c'est plus punché, dire perquis. Et là, le lendemain, on a les gars dans la salle de réunion qui se bidonnent, et qui se donnent des claques sur les cuisses, et qui rient. Puis ils disent aux filles, checker ce qu'on a trouvé. Puis le Poupou leur donne son téléphone. Puis les filles font « Ah! » Le gars, il a une collection de morceaux de corps découpés dans des pots de formol chez lui, dont un pot rempli de kékiettes. Le gars de Tactic Force. Oui. Ben, le technicien... Il collectionne les kékettes dans le formol. Le technicien de la madame, fait qu'il aurait pris des bouts de corps sans permission. Le technicien de l'UGM? Le technicien de l'UGM, il y a ça chez lui. Oh my god, est-ce que c'est Jeffrey Dahmer? Qu'est-ce qui se passe? On dirait. Alors là, les gars, parce que c'est des policiers, ils sont matures et ils prennent les situations au sérieux. C'est surtout des hommes qui ont en haut de 40 ans. Ouais, c'est surtout ça. On va le spécifier, là. Oui. Et ils se rendent dans la salle d'interrogatoire avec le téléphone à Poupou comme preuve à l'appui. Puis ils disent au gars, ouais, monsieur, t'as une belle collection chez vous. Puis là, Babine, il dit, on n'a pas bisouné longtemps pour la trouver. Puis là, Bruno, il dit, vous faites des prélèvements, mais faites-vous aussi
Est-ce que vous faites aussi de la pause? Parce que moi, il y en a une couple de modèles qui pourraient m'intéresser. Là, les filles, ils reviennent dans la salle d'interro pis sont comme « Oh my God, les gars, sortez de notre salle d'interro tout de suite! » Puis Poupou... Je suis tellement mal à l'aise. Puis là, Poupou, il dit « Oui, pas de trouble, on s'en va. » Puis là, il est en arrière des gars pis il crie « Hey, les gars, on va-tu écouter du ZZ Top? » Fait que le gars... Sacrément! Moi, j'étais comme « C'est terrible! C'est terrible, les gars! C'est pas correct! » J'espère que si un jour il m'arrive quelque chose de terrible, la police va pas comme faire des jeux de mots en arrière de mon dos. Oh, je suis découragée. Fait que le gars, il est arrêté pour trafic de parties de bouts de corps. Puis le gars, son excuse, c'est que ouais, mais on s'en fout parce que les corps, ils sont morts, là. C'est comme une planche, une porte ou n'importe quoi, là. On s'en fout, ils sont morts. Non, mais c'est pas... J'ai juste désécration de cadavre, mais ouais, c'est pas ça le mot. Outrage à un cadavre? Ouais, il est arrêté pour outrage à un cadavre. Ou tarde au criminel. Ou tarde au criminel. Fait que oui, en effet, il avait pris des pots de vin pour vendre des corps à des compagnies externes à l'UGM, dont le corps de la mère de Monsieur Major, qui l'ont strappé dans un 4x4, puis ils ont fait sauter le 4x4 avec la dynamite. Mais est-ce qu'on a su c'est qui avait appelé Monsieur Major pour lui dire ça? C'est qui le snitch de l'histoire? C'est le monsieur qui travaillait pour Tactic Force, que lui, il pensait que c'était des dummies, mais il a comme vu le corps de la mère dans le 4x4, puis il a réalisé que c'était un petit peu trop réaliste pour un dummy. Fait qu'il a retrouvé le corps, puis d'où ça venait, puis il a appelé Éric Major parce qu'il était trop choqué, fait qu'il a dit, parce que lui, il trouvait qu'il fallait que la famille le sache qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je trouvais ça absolument terrible. Mais j'avais oublié comment cette plotline-là finissait. Fait que je l'ai googlé pour essayer de trouver c'est dans quel épisode de District 31. Puis j'ai appris que c'est arrivé pour de vrai. Ben voyons donc! C'est arrivé pour vrai à un monsieur en Arizona que sa mère voulait donner son corps à la science et c'est l'armée qui l'a eu puis qui l'ont fait sauter. Nice! Mais je trouve que anything goes quand tu donnes ton corps à la science, là. Ouais. Mais moi, c'est plus les jeux de mots. J'essaie de trouver un jeu de mots avec kékette ou bisoune, mais je suis pas capable. Je suis pas bonne comme les enquêteurs du District 31. Non, eux, apparemment, il y a pas de travail à faire autre que des jeux de mots malaisants. Puis les gars, ils trouvent ça drôle, là. Oh, qu'ils trouvent ça drôle, le pot rempli de kékettes, là. C'est l'affaire la plus drôle qu'ils ont jamais vue. Ouf. Oh, wow. Oh my God. Bon, hey, merci beaucoup, mon chum, de m'avoir conté ça. Ça m'a fait plaisir, partner. Justement, tant les gars, ils reviennent, je pense qu'ils s'en viennent faire des beaux jeux de mots, là. J'espère qu'il y a des brettes. Je pense que je vais aller demander mon transfert. Je pense que je veux travailler. Un district où ils font pas des jokes de mon oncle. Anyway, il paraîtrait que ça ferme bientôt, là, le district 31, fait qu'on va mettre nos affaires dans des boîtes. Ben oui, mais tu sais, comme dirait François Pérusse, toute bonne chose a une fin, et nous revoilà. C'est pas mal le tagline de District 31 depuis une couple de saisons. Fait que c'était le temps de finir. Mais c'est correct. On appelle même plus ça finir en force à ce stade-ci. Non, parce qu'on fait juste répéter les mêmes plotlines sans arrêt, fait que... Ouais. Mais c'est correct, inquiétez-vous pas à la maison, parce que Catherine et moi, on regarde des épisodes dans n'importe quel ordre. Ben oui, c'est ça, il y a tellement d'affaires que je vous ai pas compté. Puis je vous ai pas compté l'histoire de Christian Faneuf. Même pas encore, puis écoutez, au pire, si on vient à manquer de matériel, on vous racontera Musée Eden avec Éric Bruno et Babine. C'était dur à suivre, cette histoire. Hein? Oui, c'était dur à suivre. Il va falloir qu'on le re-regarde. Je sais pas si j'étais comme... Je sais pas si j'étais juste distraite par comme les costumes d'époque ou je sais pas quoi, mais c'était dur à suivre, Musée Eden. Par la belle face à Babine. J'ai pas compris grand-chose aussi. Je voulais pas le dire. Mais j'ai pas compris grand-chose de la finale. Non, moi non plus. J'étais vraiment confuse. On en reparlerait éventuellement. Je sais pas si toi puis moi, on s'est accidentellement endormis, puis on a fait un coma de sucre. C'est très possible. Je dormais beaucoup à cette époque-là de ma vie. Fut un temps où je dormais. Fut un temps où je faisais des siestes. Wow. En tout cas, merci mon chum. Je vais aller me faire transférer au 25, qui est le seul autre poste dont il parle dans District 31. On dirait qu'il y a comme pas d'autres postes de quartier. Il y a le 31 puis le 25. Puis 25, 31. Sont tous les personnages. Alright. Mais oublie pas de m'amener avec toi, parce que moi aussi, des fois, je tannais des jeux de mots malaisants. Oui, je pense que j'allais travailler aux enquêtes internes. ça a l'air trippant. Avec Yves Jacob. Avec Yves Jacob. Non, moi, personne n'est capable de prononcer son nom. Je vais aller à SQ avec Normand. Yves Jacob. Ok, parfait. On se reverra quand je vais enquêter sur toi. 10-4 partner. 10-4 mon chum.